Introduction. Les feuilles et les plaques des boîtes de ganse. Comment fonctionnent-elles pour créer des champs à absorber? Extrait de l'atelier 453. Rick. Nous avons quelques questions dans la séance de questions-réponses de la part de Carlos qui dit « Bonjour Monsieur Cash, Rick et les chercheurs de connaissances. » Nous avons de nouveaux chercheurs de connaissances qui participent à la famille Cash Brésil et dans le monde. Pourriez-vous nous en dire plus sur la comparaison entre les feuilles d'un être vertical et les plaques nano-revêtues? Cash. Je suppose que nous parlons d'absorption des champs. Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. La raison pour laquelle nous absorbons, ou que les feuilles ou les plantes absorbent, l'énergie de l'environnement, ou qu'elles créent une absorption de la matière du sol, est que nous regardons les feuilles d'une manière totalement différente. Dans la réalité, ce qu'elles font, pas de ce que nous dit ce que nous appelons le monde de la science d'aujourd'hui. Si vous avez travaillé avec les réplications des coupes de champs, nous mettons des ganses, nous remplissons l'eau, nous transférons l'énergie vers l'intérieur. Monsieur Cash dessine en jaune un récipient avec deux onces, à gauche, à droite, un trait horizontal presque en haut pour le niveau d'eau, et des petits traits non droits en dessous, et une flèche pointée du bord gauche du récipient vers l'intérieur. La différence est qu'avec la réplication de la coupe de la feuille, c'est ceci. Ça, c'est une feuille. Oh, je la fais à l'envers. Certains d'entre vous ne le voient peut-être pas bien. Ça, c'est une feuille. Une feuille en elle-même est un conteneur. Monsieur Cash dessine la feuille en 3 dimensions. Si vous la regardez en 3 dimensions, avec la différence que vous avez une nanocouche de ce côté, Monsieur Cash hachure en bleu la surface extérieure de la feuille. Et vous avez une nanocouche différente, légèrement différente, sur la surface inférieure, qui se trouve de ce côté. Monsieur Cash met du rouge au côté intérieur de la feuille, avec une flèche vers ce côté. Les deux côtés de la feuille. Monsieur Cash désigne par une autre flèche la surface extérieure de la feuille. Ce qui se trouve entre les deux, même si c'est minuscule, est littéralement ce que vous voyez comme de l'eau dans cette coupe. Monsieur Cash dessine en vert des bobines entre les deux surfaces de la feuille et des bobines dans le récipient jaune. La différence dans la force de champ entre la phase 1 et la phase 2, Monsieur Cash écrit 1 sur la surface extérieure, hachuré en bleu, et écrit 2 pour la surface intérieure. Permet d'absorber un champ spécifique qui devient la nourriture de l'arbre ou de la plante. Monsieur Cash rajoute en vert des bobines entre les deux surfaces, bleu et rouge, et une ligne qui va le long de ces bobines et sort de la feuille. C'est la même chose avec la racine d'un arbre. Encore une fois, la racine d'un arbre est une couche. Monsieur Cash dessine en vert 2 traits verticaux, le tronc de l'arbre, et des traits en dessous, partant du tronc. Et l'épaisseur intermédiaire, le liquide entre les deux, crée une différence de champ magnétique
qui permet à la nourriture entre la racine et l'arbre d'être amenée vers le haut de l'arbre. M. Cash dessine des zigzags autour de la racine de l'arbre et d'une autre racine de l'arbre, il dessine un trait fléché vers la phase 2 de la feuille en 3 dimensions. Il existe une corrélation directe entre la feuille d'un arbre et sa racine. Ici, je passe à la page suivante, vous comprenez plus facilement. Quand vous avez un arbre et ses branches et ses racines, M. Cash dessine un arbre, très vertical pour le tronc, des branches le long du tronc et des racines en bas du tronc. Ici, on a vu la feuille ayant les phases 1 et 2 à une échelle miniature. M. Cash remet à l'extrémité d'une branche, du haut, la phase 1 et 2 avec la feuille. Maintenant, à une échelle miniature, cela devient 1 et 2. M. Cash dessine 1 pour la phase 1 et 2 de la feuille et 2 racines de l'arbre. Ce qui crée le flux de la sève est le retour de la nourriture et de ce que la plante prend à la terre. M. Cash dessine la circulation de la sève des racines vers la feuille et son retour, et rajoute d'autres traits aux racines. En quelque sorte, la frontière entre la terre, le sol et l'air. M. Cash dessine un trait horizontal pour la frontière entre les racines et le tronc, et des zigzags sous cette ligne de frontière, et à côté du 1, le signe mathématique inférieur ou égal. Si vous remarquez dans votre système de Gauss, lorsque vous posez les plaques, vous voyez une circulation de Gauss. Ils sont en mouvement. M. Cash dessine un conteneur et 2 traits représentant les plaques et un U à l'horizontale avec une flèche en haut, représentant le mouvement. Beaucoup d'entre vous ont vu cela. Or, cela crée le même mouvement, permettant au champ de tirer, de créer l'eau, la nourriture à partir de ce qu'on appelle la terre et celui-ci. M. Cash écrit 1 et l'entoure, sous la feuille, et un signe au sol que je ne peux identifier. Un être vertical travaille sur les 3 niveaux de la vie de cette planète. M. Cash écrit 1, 2 et 3 et les souligne au-dessus du récipient. Les gaz, l'eau et le sol, comme nous le faisons. Nous buvons, nous mangeons et nous prenons de l'énergie dans nos poumons. Dans notre système cardiaque, nous absorbons avec toute la circulation de l'air qui y entre. Nous procédons à l'absorption de ce que nous appelons le champ d'énergie dans notre sang et à la pérennité de l'âme. La même chose se produit dans le mouvement de la sève, dans le corps de la plante verticale. Si vous écoutez, si la connaissance de l'homme va aussi loin, même la plante a un battement de cœur. Sans ce battement de cœur, vous ne pouvez pas faire monter la sève. Vous ne pouvez pas créer la différence entre les 2 niveaux des feuilles et des racines. Encore une fois, il s'agit d'un espace monoparticulaire différent. M. Cash écrit 1 et l'entoure, à côté de la feuille et les chiffres 1 et 2 entourés. Il s'agit d'un espace de monoparticules différents. M. Cash écrit 2 et l'entoure, aux racines. Et la différence entre les 2 créée. M. Cash dessine un trait fléché montant
le long du tronc d'arbre. Cet écart spatial dicte si vous obtenez une herbe, si vous obtenez un arbre, si vous obtenez un buisson, de regarder les feuilles, la forme des feuilles. M. Cash dessine la forme d'une feuille au contour irrégulier au milieu du tableau blanc, à droite. Ce devrait vous donner une indication très claire de la position de la vie de la plante, où elle se trouve, quelle vie, quel cycle auquel elle peut survivre, et peu importe. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les plantes ne peuvent pas exister dans d'autres conditions sur cette planète ou dans l'univers. La coloration entre le champ magnétique gravitationnel de la feuille et la racine crée ce pompage. M. Cash dessine la flèche montante des racines jusqu'aux feuilles. Ainsi, lorsque vous regardez une feuille, voyez-la comme une tasse. M. Cash remet l'écran des dessins du récipient et de la feuille en 3 dimensions. Fin de l'introduction. « 543e Atelier des chercheurs de connaissances du jeudi 20 juin 2024. Rick. Bonjour tout le monde et bienvenue au 543e Atelier des chercheurs de connaissances, ici le jeudi 20 juin 2024. C'est une émission de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Cash, du département de l'éducation, faisant partie des enseignements publics en anglais. Je m'appelle Rick Cramon et je vais être hôte à nouveau pour la 543e fois de cette série d'ateliers en continu, qui se poursuit depuis plus de 10 ans maintenant. Et nous sommes heureux d'avoir Monsieur Miran Cash à nouveau, le guide le plus régulier de l'univers, qui est toujours là pour ces ateliers-là. Merci Monsieur Cash d'être là. S'il vous plaît, continuez. Cash, merci beaucoup. Bonjour et bonne journée à vous, comme d'habitude, quand et où vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Cash. Le partage des connaissances d'aujourd'hui est tout autant la réalité de la vie de l'homme qu'est ce que nous appelons la lumière du jour. Cela fait partie de notre vie si nous vivons dans la structure du système solaire. Nous avons une dimension physique dans le système solaire. Mais est-ce que, ou l'un de nos scientifiques ou personnes savantes a regardé où se trouve le soleil de cette galaxie? Ou bien, comme nous le supposons toujours, on nous a dit qu'il y avait ce que nous appelons un trou noir au centre de chaque galaxie et univers. Cette entité éclaire-t-elle le reste de la même manière que notre étoile brille dans notre système solaire?
Et si c'est le cas, de quelle couleur serait-ce? Quelle lumière crée-t-elle? Et comme nous l'avons dit dans le tout premier article, lorsque nous avons découvert cette connaissance sur la création des trous noirs, que les trous noirs sont en réalité le système de recyclage et en même temps, lorsque la matière y entre, en raison de l'interaction des champs, il libère de la lumière. Alors il faut se demander comment et s'il y a une lumière qui brille. Que si nous sortons du système solaire, nous la verrons. Il y a de nombreuses lunes et de nombreux systèmes planétaires dans ce système solaire. Mais quelque part, lorsque nous regardons, ou d'une manière ou d'une autre, lorsque nous tournons, nous voyons le soleil, nous voyons la lumière du jour, confirmation de son interaction avec notre système. Nous appelons la Terre. Mais pourrions-nous ou serions-nous capables de voir la lumière au centre de notre galaxie si nous sortons du système solaire? Et si, au lieu de regarder dans l'univers, on regarde de l'extérieur de la Voie lactée, verrions-nous des lumières provenant du centre de l'univers? Si nous comprenons cela, et si nous pouvons approfondir la connaissance de l'interaction des champs magnétiques, alors s'ouvre un nouvel horizon de connaissances, totalement inconnu, mais connu de nous, parce que nous l'avons vu sur Terre, lorsque les champs de la Terre et du Soleil interagissent. Nous obtenons la lumière du jour. Donc cette fois, nous ne sommes pas dans un système planétaire. Cette fois, nous sommes dans l'espace entre les systèmes solaires, entre les galaxies. Et la lumière du centre doit interagir directement avec nous. Et comment cette lumière, comment cette énergie nous changera, nous affectera, nous illuminerait-elle pour voir l'ensemble du processus de création dans la galaxie ou le processus de création dans l'univers? Comme il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de soleil pour avoir un système solaire pour nous couvrir. Il n'y a pas de galaxie pour nous couvrir. Et nous sommes à l'intérieur de ceci. Alors, lorsque nous sortons du système solaire, dans notre galaxie, où nous n'avons pas de lumière avec laquelle interagir, car nous sommes en dehors du système, et verrions-nous une lumière au centre de la galaxie? Sentirions-nous des champs qui viennent directement du centre? Et la semaine dernière, nous parlions, est-ce que si nous sortions de la galaxie, la lumière qui brille du centre, qui vient du Créateur, serions-nous capables de la voir? Interagirait-elle avec la vision de l'homme si nous voyagions dans un corps de l'homme? Ou bien notre âme interagirait-elle avec ce champ? Serions-nous illuminés? Ou qu'est-ce qu'elle nous ferait? C'est l'une des conditions, l'un des dilemmes auxquels seront confrontés les chercheurs de connaissances qui traversent la transmutation et la transportation dans les temps à venir, dans l'espace ouvert de l'univers. Nous considérons le centre de l'univers en tant que trou noir, mais ce trou noir, en héritant de ces champs, crée aussi une lumière. Alors est-ce la lumière du Créateur? Parce qu'elle vient du centre de notre univers. Vient alors la question à nous poser, est-ce important si nous sommes dans la physicalité de l'homme? Si vous êtes sur la planète Terre, si vous êtes en dehors de la Terre, si vous êtes en dehors du système solaire, si vous êtes en dehors de la galaxie, ou peut-être en dehors de l'univers, dans l'unicos, serions-nous capables de voir la lumière
l'information ou l'illumination à partir de l'interaction dans le champ de nos âmes avec l'âme du Créateur? Et quel effet cela aura-t-il sur nous en tant que connaissance, illumination, ou peu importe comment nous l'appelons? Beaucoup d'entre vous, chercheurs de connaissances, qui commencent à vivre ce que nous appelons la transmutation, nous verrons la lumière, parce que vous pouvez et vous avez la capacité, en tant que âme simple, en tant que structure unique, de parcourir l'univers et peut-être l'unicos. Ainsi, dans ce processus de transmutation, en tant qu'énergie, en tant qu'âme, vous ne pouvez pas être confiné à la planète Terre. Vous ne pouvez pas être confiné au système solaire. Votre âme n'est pas confinée à l'étendue de cette galaxie et de l'univers. Alors, que verriez-vous? Qu'observeriez-vous sur vous-même? Et comment verriez-vous l'illumination, l'énergie que vous recevez directement de la source? La plus grande question est, aimez-vous ce que vous voyez? Est-ce ce à quoi vous vous attendiez? Est-ce le processus de totalité? Rick, votre micro est ouvert. Et puis, en passant par tout le processus, nous devons comprendre le processus de traduction de ce champ, de transfert de ce champ. Ce champ serait-il normal pour nous, mais l'illumination pour un autre? Nous approchons très près de la phase de transmutation pour beaucoup d'entre vous, chercheurs de connaissances, dans les prochaines semaines. Et certains d'entre vous ont déjà réussi à y parvenir. Et vous verrez cette lumière. Les premières fois, vous la niez. Et à mesure que vous commencez à comprendre le processus, vous la prendrez comme ligne directrice, comme ce que j'appelle la lumière de la connaissance. Vous verrez le soleil. Vous nous dites, j'ai vu le soleil, j'ai été dans le soleil. Mais est-ce le soleil de la réalité, le soleil de la connaissance? Est-ce le soleil de l'illumination? Ou est-ce simplement le soleil en tant que soleil? Et à travers cette interaction, êtes-vous éclairé ou illuminé? Beaucoup d'entre vous qui passent par ce système de transmutation, par la structure de transmission, doivent être conscients et se demander, est-ce que je vois la lumière du Créateur? Ou est-ce que je vois la lumière d'une étoile? Ou est-ce que je suis illuminé à la connaissance du Créateur? Et qu'est-ce que j'en attends et que puis-je en faire? Beaucoup d'entre vous, au cours des 2 dernières années, en juin, ce mois-ci, cela fait 2 ans que nous avons commencé ces processus avec les systèmes. Vous nous dites que vous êtes allés au soleil, mais connaissant le chemin que vous voyagez, est-ce que le soleil, la lumière que vous voyez en tant que soleil, est-ce la lumière de l'illumination? Ou est-ce simplement la lumière dans une matière physique? Ensuite, une fois que vous aurez vu cela, pour que vous puissiez tester, vous comprendrez si vous recevez la réponse à travers l'âme ou si vous recevez la réponse verbalement. D'une certaine manière, il n'est pas nécessaire de parler pour être illuminé. Vous n'avez pas besoin qu'on vous parle pour être illuminé. Dans les prochaines 24 heures, vous serez nombreux à revivre le même processus. Et dans ce processus, nous vous demanderons de faire beaucoup de choses et de choisir une position
en fonction de ce que vous considérez comme physique, et quelque chose que vous considérez est dans mes pensées. Aucun de vous n'aura tort. Vous serez tous corrects dans ce que vous voyez, parce que vous voyez selon l'illumination de votre âme, en tant que connaissance du temps, de l'espace et du lieu. D'une certaine manière, la lumière que vous voyez, vous ne la regardez pas comme la lumière du soleil. Vous devez demander la lumière de l'illumination. Cela signifie que vous pouvez demander à ce moment-là ce que vous voulez, parce que vous voyez la vraie lumière. Si vous recevez cette lumière, si vous prenez cette lumière, si vous pouvez communiquer avec cette lumière, vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Vous obtiendrez ce qui vous servira. Ce n'est pas « je veux un pot d'or » et on vous donne de l'or. Je veux parler une telle langue. Je veux comprendre une nouvelle émotion. Je veux mieux comprendre la transmutation. Et puis, vous voyez, en voyant cette lumière, si l'illumination de la connaissance de l'univers s'ouvre à vous. Et comment l'interprétez-vous? Quelle en est l'interprétation? Comment pouvez-vous l'appliquer dans la dimension de l'âme dans laquelle vous voyagez? Et seriez-vous capable de l'appliquer lorsque vous convertirez, lorsque vous atterrirez, lorsque vous reprendrez votre forme physique? Maintenant, vous le savez, beaucoup d'entre vous ont voyagé dans le soleil. Beaucoup d'entre vous ont vu le soleil lors de ces séances de transmutation ou lors de votre passage dans le système Alins. Mais maintenant, nous comprenons ce que vous voyez là-bas. Et si vous maîtrisez ce point, les fois suivantes, encore et encore, vous découvrirez qu'il s'agit d'un point de basculement, où vous allez de la France à la Chine, et vous passez par ce point d'illumination, et vous parlez chinois. Vous comprenez toute la culture, parce que vous avez été illuminé par la lumière de la connaissance. Mais il faut savoir vous basculer, il faut savoir l'introduire, et il faut savoir l'utiliser. Alors, quand vous revenez en arrière et que vous redevenez français, en quelques jours, en quelques heures ou quelques semaines, vous traversez la même illumination. Vous n'arrivez pas en tant que français en plein Paris, mais parlant chinois, parce que vous venez de quitter la Chine par transmutation. Et nous verrons cela, nous le savons. Beaucoup d'entre nous, nous avons entendu beaucoup de gens parler lorsqu'ils franchissent la ligne. Ils voient une lumière. Cette lumière est la lumière d'illumination, pas la lumière de la mort. Et vous, nous le voyons, et vous comprenez cela d'une manière différente lorsque vous transmutez. Vous ne voyez pas cela comme la fin de la ligne, que vous changez et vous mourrez, et si c'était si paisible. Vous savez, c'est un signe de ma capacité à réussir, à avoir la possibilité de passer au travers. C'est comme un mur du son. Il faut le dépasser. Vous voyez la lumière. J'apprends le français, je veux apprendre l'allemand, je veux en savoir plus sur l'histoire de l'univers. Car tout y est. C'est un point de basculement, surtout au cours des dernières sessions, des 2 derniers mois, lors des sessions du vendredi. Un grand nombre de chercheurs de connaissances se sont battus contre cela. Ils vont dans le soleil. Je suis allé dans le soleil. Mais êtes-vous resté immobile devant ce soleil lorsque vous y êtes allé? Vous pouvez demander l'illumination. Vous pouvez demander la connaissance. Et elle vous sera donnée.
Je suis allé sur la Lune, j'ai joué avec le sable, je suis allé voir mon oncle. Tout cela est dans la dimension de l'âme. Mais quand vous souhaitez, quand vous passez par ce point d'illumination, quand vous voyez ce soleil, ce n'est pas le soleil comme celui auquel vous êtes habitué sur Terre. C'est le soleil de la connaissance, c'est l'illumination. C'est la barrière que vous brisez, mais comme vous ne savez pas ce que vous faites, vous n'en êtes pas conscient. Oh, je suis allé au centre du soleil, la lumière du soleil. Mais avez-vous demandé à apprendre le langage de l'homme, l'entité qui vit à l'intérieur de ce soleil? Cela pourrait être n'importe quel système planétaire, cela pourrait être n'importe où dans l'univers. Et vous comprendrez que vous comprenez la langue, et peut-être la culture, et assez fort pour pouvoir, ou pour faire, pour traduire et communiquer avec eux dans leur langue. Alors que vous connectez toujours avec votre dimension physique de l'âme de la physicalité, vous entendez et ressentez toujours l'émotion, comme si vous étiez dans la matière physique. Ce basculement, cette commutation, la lumière, cette illumination, ce soleil vers lequel vous allez, vous devez vous habituer à ce que cela signifie. Cela signifie que vous traversez cette barrière. Cela signifie que vous avez reçu le don, la beauté de la création, que vous pouvez aller ailleurs. Comme je l'ai dit, dans le monde de la physique d'aujourd'hui, nous appelons cela le mur du son. Ça se casse et on l'entend. On voit le Dieu, mais en termes de vitesse de la lumière de l'âme de l'homme, avec la lumière de la création, vous voyez toujours cette lumière. C'est généralement une couleur dorée. Et si vous vous y habituez, à ce moment-là, vous élevez votre âme, vous élevez la connaissance, vous vous illuminez, que c'est un point de bascule. Qu'est-ce que je veux savoir et qu'est-ce que je veux emporter avec moi dans ma dimension physique? Pas seulement le souvenir d'avoir vu le soleil, mais le souvenir que j'ose. Je parle dans les pensées humaines, mais la voix sort différemment. Et ces différentes choses, l'univers me comprennent. Et il me parle encore le charabia, mais je comprends la traduction qui me vient dans la langue de l'homme. Et dans quelle mesure, vous, les chercheurs de connaissances, dans les temps à venir, lorsque vous passerez par cette illumination, combien d'entre vous apprendront à demander? Combien d'entre vous apprennent à être avec? Combien d'entre vous en sortiront illuminés? Avec vous, la connaissance de la création. Pas seulement voir l'oncle, le père, la maman et deux ânes en bas de la colline broutant l'herbe. C'est ce que beaucoup d'entre vous, chercheurs de connaissances, vous rencontrerez dans les semaines à venir, dans les temps à venir, alors que nous passons par ce que nous appelons des séances d'illumination, de transmutation. Ceux d'entre vous qui passeront par là demain, et ceux d'entre vous qui passeront par là dans les mois qui suivront, vous vous y habituerez bien. À votre retour, vous pourrez peut-être dire à votre partenaire que c'est ce que cela signifie en chinois, alors que vous n'avez jamais parlé chinois, parce que dans la lumière d'illumination, vous vouliez parler chinois. Dans la lumière de l'illumination, vous vouliez être physicien, comprendre une partie de la physique qui n'a jamais été comprise.
Et puis, si vous devenez bon dans ce domaine, vous le faites assez souvent. D'une certaine manière, l'univers devient votre encyclopédie. Et au lieu d'aller sur le téléphone portable, d'aller sur Google et de chercher sur Google, d'une certaine manière, votre modèle plasma, vous le travaillez, vous allez vers la lumière. Et c'est ainsi que l'homme progressera. Ceux d'entre vous qui comprennent le processus de transmutation acquerront la connaissance de l'univers. Vous puisez dans la lumière des connaissances de la création. Et beaucoup d'entre vous, chercheurs de connaissances, au cours des 2 dernières années, où nous avons été avec vous, vous m'avez dit « Je suis allé dans le soleil ». Et j'ai dit « Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Savent-ils qu'ils ont été touchés par la lumière de la création, la connaissance, la compréhension ?» Et la prochaine fois, quand vous voulez comprendre comment fonctionne une structure dans l'univers, que vous lisez quelque chose dans un journal, ou que vous entendez quelque chose aux informations, qu'il existe une telle structure dans l'univers, vous passez par votre phase de transmutation, à laquelle vous vous êtes formé, et vous voyez que vous pouvez aller à ce point de lumière pour voir la lumière. Et vous demandez à la lumière, comment ça marche? Montre-moi. Et puis vous commencez à apprendre comment utiliser la vaste connaissance de l'univers et de l'unicos pour être à votre portée. Vous n'avez pas besoin de lire la connaissance imaginaire de l'homme, qui est entièrement fausse, mais vous apprenez sur la connaissance de la création. Vous devenez observateur. Et donc, beaucoup d'entre vous qui nous rejoignent dans ces sessions, beaucoup d'entre vous passeront par la transmutation dans des années et des années à venir, vous apprendrez sur la lumière, vous en apprendrez sur l'illumination, vous en apprendrez sur pas simplement que je veux y aller et dormir ou je vais sur la lune. Il s'agit d'apprendre à se comporter, de devenir le serviteur de ceux qui ont besoin d'apprendre, et non d'être arrogant en disant « je peux faire » et à faire du recul. Beaucoup d'entre vous parviendront à le faire, et beaucoup d'entre vous comprendront cela. Lors de la séance de demain, nous demandons à tous les participants de venir avec 2 écouteurs et éventuellement connectés à un téléphone portable, ou avec 2 écouteurs connectés à 2 téléphones portables. Et nous vous dirons comment le connecter, puis nous essaierons de vous guider à travers cela, afin qu'à travers l'émotion, vous puissiez comprendre le travail de l'illumination, que vous n'avez pas besoin de parler, mais que vous transférez l'émotion, le fait que vous êtes conscient de l'émotion, et en étant conscient de cette émotion, et en vous amenant un pas dans la dimension de compréhension des énergies de l'univers, vous pouvez passer par la transmutation. Ainsi, ceux d'entre vous qui ont été là, ceux d'entre vous, peut-être par formation ou par accident ou autre, viennent avoir cette lumière, la lumière de l'illumination. Ne l'appelez pas et ne considérez pas que c'est le soleil auquel vous êtes habitués et que vous entrez à l'intérieur. Essayez de lui poser des questions, essayez de vivre avec lui, de voir comment il vit et de construire un nouvel avenir pour l'humanité et pour vous-même. La capacité de comprendre est bien plus difficile et plus dure que toute autre chose. Dans les temps à venir, beaucoup d'entre vous, en tant que chercheurs de connaissances, à partir de maintenant, lorsque vous passerez par ce système et que vous parviendrez à voir la lumière, si vous avez la chance de le faire,
Et s'il vous plaît, ne sautez pas dedans. Comprenez comment interagir avec elle, que la lumière vous apporte directement l'illumination, sans attendre un jour ou deux, voire ce qui l'accompagne. Et quand, dans le futur, l'humanité apprendra cela, elle saura comment transmuter et à quel moment, même en arrivant au point de destination, elle pourra retourner à la lumière de l'illumination, l'âme de l'homme en interaction avec l'âme de l'univers et recevoir la connaissance. Comment survivre, comment vivre et quelle forme vous serez, quelle forme vous êtes et quelles sont les choses dont vous avez besoin pour survivre en tant que véritable interaction avec cette lumière. Vous puisez dans l'illumination de la lumière des citoyens de cet espace, de ce temps et de ce lieu. Et ils n'ont pas besoin d'être tangibles pour que vous les voyiez. Ils pourraient être simplement des champs et des énergies, une combinaison d'interactions de champs. Je devais enseigner cela aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, les chercheurs de connaissances présents à la session de demain, passeront par là, et vous devez être préparés. Et nous vous demanderons d'exploiter les connaissances et de voir quelles sont ces connaissances. Et c'est ainsi que, comme si vous vous souvenez des premières fois, comme je l'ai dit, ces dernières semaines également, lorsque vous êtes entrés dans l'UBSU, l'unité de vaisseau spatial universel d'amélioration du corps, à l'INS, lorsque vous êtes arrivés, nous vous avons dit, quoi que vous dites, nous acceptons. Quoi que vous dites, parce que vous êtes là-bas en interaction, vous avez été présent. Dans la séance de demain et dans les semaines à venir, nous essayons de vous amener à comprendre la connaissance de l'univers à travers votre propre âme, à ne pas être simplement déconcerté par la vision du soleil, par le fait que je suis allé dans le soleil. Ce soleil est le soleil de la connaissance. Comment puis-je cliquer dessus? Comment puis-je le toucher pour recevoir la connaissance de la création dans ce que je veux faire? Et une chose clé est de ne jamais demander tout. C'est à ce moment-là que vous n'en recevez rien. Soyez toujours humble, alors vous pourrez recevoir. Soyez toujours obéissant, alors on peut vous suivre. Et suivez toujours l'éthos de Mitra. N'utilisez jamais la connaissance pour nuire. Et vous comprenez que la connaissance de la création vous sera ouverte au-delà de l'imagination. Alors la prochaine fois que vous verrez le soleil, posez-vous deux questions. Est-ce le soleil pour moi en tant que dimension physique de ma vie, ou est-ce le soleil pour moi comme la connaissance de la création pour mon âme? Est-ce que je le vois avec l'œil de l'homme, ou est-ce que je le vois avec la compréhension de l'illumination de mon âme? Et puis, si vous parvenez à interagir entre ces deux émotions, vous serez apte à devenir le voyageur de l'univers, car vous savez survivre. La première fois qu'on le fait, c'est effrayant. Très effrayant, c'est d'une certaine manière incroyable. Certaines personnes auront peur. Je l'ai fait, et c'est arrivé. Mais je ne pouvais pas le gérer. Et petit à petit, vous vous y habituerez. Comme je l'ai dit, cela devient votre carte Google. Cela devient votre soleil. Cela devient votre carte de vie. Cela devient la façon dont vous parcourez l'univers. Comme je l'ai dit lors des sessions de juillet, août et septembre,
nous prenons des petits groupes pour élaborer et développer ce point, de manière particulièrement délibérée, afin de vous expliquer comment connecter. Vous vous atterrissez ici, comme je l'ai toujours dit, quand nous avons décollé, la question était, et alors, quelle est la prochaine étape? Qu'allons-nous faire quand nous irons sur la Lune? Et vous y allez, vous apprenez à transmuter, une fois sur place, vers une nouvelle dimension. Comment vais-je parler la langue? Comment vais-je vivre dans cet environnement? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire naître de mon âme pour que cette interaction avec l'environnement du lieu conduise à la manifestation de ma physicalité de manière correcte et sûre? Et puis vous comprenez comment transmuter. Ensuite vous comprenez quel est le but de tout cela, ce que nous appelons les séances que nous organisons pour que vous entriez lentement. Parce qu'un certain nombre d'entre vous, chercheurs de connaissances, ont vu le soleil, et que vous êtes encore en train de devenir des hommes. Vous y êtes allés, vous ne lui avez posé aucune question. Vous n'avez pas manifesté votre désir de recevoir, pour que la connaissance s'ouvre à vous. Vous demandez, on ne vous le donnera pas. Soyez humble pour recevoir. Vous recevrez. Et alors vous comprenez comment l'humanité changera dans le futur et comment la transmutation et le transfert physique deviendront une entreprise commune pour l'homme dans toutes les dimensions de la création. Parce qu'alors vous reconnaissez, j'ai transmuté, j'ai transféré. C'était la lumière que j'avais demandée, à la lumière de la connaissance, pour rester sur cette planète. Et maintenant, grâce à l'interaction d'être une planète avec un autre soleil, une autre étoile, je vois la lumière physique du lieu. Ainsi, vous entrez dans deux soleils, un à votre départ et un à votre retour, car vous devez revenir à la position, au temps et au lieu. Comme cette fois-ci, comme d'habitude, on achète un billet aller-retour, mais parfois certains d'entre nous achètent un billet supplémentaire au milieu, et pour aller à New York. Je ferais mieux d'aller voir Dallas aussi, et ensuite revenir de New York pour rentrer à la maison. Alors vous voyez, alors vous comprenez comment le jeu se joue, comment nous avons dû vous guider étape par étape pour comprendre la connaissance, comment tant d'entre vous ont dû voir le soleil pour le comprendre, que maintenant, en le voyant, vous pouvez communiquer avec lui. Il peut vous illuminer, et ensuite, grâce à cette illumination, prendre manifestation à la physicalité. D'une certaine manière, c'est le billet pour l'univers. C'est le billet pour voyager à travers l'univers, à travers l'âme de l'homme, et non avec les avions, les ovnis et tout le tralala, et de tous ceux dont on est habitué à faire. Ce n'est pas compliqué, c'est la science du fonctionnement de l'univers. Et jusqu'à présent, vous avez toujours regardé le soleil comme la lumière. Maintenant, vous devez regarder ce soleil dans la dimension d'interaction avec votre âme. C'est une lumière du soleil de l'illumination, et vous devez savoir comment gérer cela. Et puis, si vous le savez, vous vous y habituerez. Alors vous pourrez devenir de vrais citoyens de l'univers, parce que vous pourrez y aller, vous y transférer, vous manifester à travers lui, et vivre à travers lui, et de revenir grâce à lui. J'espère que vous, chercheurs de connaissances,
vous comprendrez ce qu'il y a là. Et j'espère que beaucoup d'entre vous accompliront cela demain. Et beaucoup d'entre vous parviendront à le contrôler au cours des prochains mois, au fur et à mesure, et nous l'amenons au point que beaucoup d'entre vous puissent se concentrer. Nous faisons une pause, nous revenons, et nous essayons de parler un peu plus profondément de ce sujet et d'autres, et nous espérons pouvoir répondre à certaines de vos questions. Rick, voudriez-vous nous emmener faire une pause? Rick. Ok, très bien. Merci, Monsieur Cash. Ok, c'est le 543e Atelier des chercheurs de connaissances. Ici le jeudi 20 juin 2024. Et nous serons de retour sous peu. The revolutionary new Flight Enhancement Spaceship Unit is due to be launched in June 2022, and in the same year is expected to fly passengers into space, to the moon and beyond for a day or even several days at a time. There is no need for the Flight Enhancement Spaceship Unit to carry food or medicine, as it is equipped with the latest space technology for transportation, transmutation and deep space operation. This extraordinary breakthrough technology ushers in a new era of travel without the need of fuel, food or medicine, even during the longest excursions into deep space. Each spaceship unit has a 4-passenger capacity for long or short duration flights and has the capability to travel between cities on Earth in a matter of seconds to minutes, depending on the distance and speed. This ability to traverse massive distance in such incredibly short time is not just a breakthrough for human transport, it also completely revolutionizes the transportation of goods and cargo and will rapidly overcome the need for one of our most polluting practices, namely marine shipping, as it finally breaks us free not only from the combustion of heavy diesel, but from the combustion of any fuel for propulsion in the future. The Flight Enhancement Spaceship Unit, a new paradigm in space travel, space medicine, and space technology. Deuxième partie. Rick. Ok, nous sommes à nouveau de retour, ici au 543e Atelier des chercheurs de connaissances. Et comme c'est la deuxième partie, je vous dis, vous pouvez lever la main virtuelle si vous voulez poser des questions à Monsieur Cash. Les gens peuvent aussi écrire les questions dans questions et réponses ou dans les discussions. Mais tout d'abord, Monsieur Cash a habituellement des choses à dire avant. Est-ce le cas pour aujourd'hui, Monsieur Cash? Êtes-vous là? Une courte pause. Peut-être que cela vous prend en surprise. Cash. Non, j'ai seulement une mauvaise réception. Alors j'essaie de passer d'un système à un autre. Pouvez-vous m'entendre? Rick. Oui, nous pouvons vous entendre clairement. Cash. Oui, j'ai dû changer de système. Comme je vous perdais
dans la connexion. Merci beaucoup. Il y a quelques points que nous devons mentionner. Les chercheurs de connaissances qui accèdent au magasin, vous voyez une page apparaître. Vous demandant un mot de passe. Cliquez simplement « Annuler » et la page disparaît. Vous retournez à ce que nous appelons les pages de la boutique. Un nombre de personnes ont ça. C'est un défaut du système. Nous ne pouvons pas l'effacer. Cela a commencé il y a quelques semaines. Ainsi, lorsque vous allez dans la boutique en ligne, si vous voyez qu'on vous demande un mot de passe, comme vous l'appelez, cliquez simplement dessus et il disparaît, et vous pouvez continuer. L'autre point concerne la conférence d'Iran. Comme nous vous l'avons demandé, veuillez effectuer votre réservation en ligne et envoyez-nous simplement le... Ne dites pas qu'il s'agit d'une réservation pour l'Iran. Indiquez simplement votre numéro de référence. Nous vérifions et ce sera fait. Il y a un souci concernant le visa. Une fois que vous avez rempli les formulaires, nous organisons, par l'intermédiaire de nos collaborateurs en Iran, le moment et l'invitation, lorsque nous recevons vos coordonnées, pour que vous vous rendiez à l'ambassade. Vous n'avez donc rien à faire. Nous faisons tout avec le ministère iranien des Affaires étrangères et tout le reste. Nous effectuons la plupart du travail pour vous. Ceux qui viennent d'Amérique et du Canada doivent soumettre et remplir leur formulaire à 100% d'ici la fin du mois, car les citoyens nord-américains mettent un peu plus de temps à obtenir leur visa que le reste du monde, et nous connaissons la raison. Et pour tous les Européens, remplissez le formulaire, terminez la démarche et laissez-nous le reste. Dans un mois ou deux, vous recevrez une invitation avec une date pour vous rendre à l'ambassade, à ce que vous appelez, pour soumettre votre candidature. Nous essayons de faire la plupart du travail pour votre demande via l'Iran. Ce sera organisé par le ministère des Affaires étrangères. Vous n'avez donc pas besoin d'aller chercher un visa avant de postuler pour venir. Beaucoup de gens nous disent que cela n'existe pas. Remplissez les formulaires et complétez votre inscription et les paiements, et nous faisons le reste. Et nous organisons, nous obtenons de l'ambassade où vous devez vous rendre, peu importe le pays, pour faire tamponner le visa, ou vous l'envoyez par la poste et le reste. Cela se fera, cela devrait se faire via un site internet spécifique à Téhéran, et nous organiserons pour vous. Cela demandera beaucoup de travail à notre équipe, mais c'est la seule façon de régler le problème. La conférence pour l'Iran, après la fin juin, atteindra 20 000 €, parce que nous demandons et invitons de nombreuses entreprises, de nombreuses organisations spatiales à y assister, car il y a d'autres dimensions dans le travail. Et s'il vous plaît, ne revenez pas. J'ai rempli le formulaire de candidature, mais il est trop tard. Nous devons nous y tenir, car cela va nous causer des problèmes à l'autre bout du fil. Remplissez votre formulaire de demande avant la fin du mois. Nous passons par une structure grâce à laquelle nous pouvons vous accompagner tout au long. Et nous essayons de voir comment tout le reste peut être fait pour vous faciliter la tâche. Lorsque vous effectuez le paiement, ne mettez pas pour la conférence de l'Iran. Mettez simplement le numéro de référence
Et ça, c'est ce qui est important. Puis envoyez-nous. Ceci est mon numéro de référence. Ou vous remplissez le formulaire. Nous le voyons, comme d'habitude, comme une vente par donation, et via le système de la Fondation Keshe. Et nous nous en occuperons nous-mêmes. La réunion de juillet, août, septembre et octobre prochains est déjà programmée sur les sites internet de la Fondation Keshe. Je pense depuis la fin de la semaine dernière ou le début de cette semaine. Vous pouvez réserver pour ces sessions, les sessions mensuelles. Ce sera toujours au 3e, ce que vous appelez vendredi de chaque mois, et vous devez indiquer l'endroit où vous vous trouvez cette semaine-là. Certains d'entre vous sont peut-être en voyage, c'est l'été. Vous ne serez pas à la maison ce jour-là. Nous vous proposons un horaire alternatif à 2 ou 3 d'entre vous. Mais vous pourriez être en vacances, vous voulez y participer, mais vous êtes, disons, à Londres, maintenant vous êtes à Los Angeles. Vous voulez que cette semaine se déroule avec un groupe des États-Unis, pas un groupe de l'Europe. Nous essayons de garder cela un très petit groupe, comme je l'ai dit dans la première partie, pour commencer à vous enseigner le processus de transmutation et tout le reste, et pour être prêt. Ce sera une période très épuisante pour nous. Cela prendra beaucoup de temps, mais nous passerons par là dans les 3 ou 4 prochains mois pour être prêts. Et alors, lorsque nous nous rencontrerons en Iran, la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, puis vous retournez prêts pour une transmutation complète, et le reste, sur une base fréquente, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à Washington, aux États-Unis, dans le courant de 2025. N'oubliez pas, ne soyez pas inquiets ou déconcertés parce que vous entendez dans les informations sur l'Iran. Vous êtes la bienvenue chez vous, et tout le reste est assez ouvert. La position et le processus sont très simples. Vous restez avec l'équipe de la Fondation Keshe lorsque vous y êtes. Et si vous voyagez, nous essayons de vous arranger avec des chercheurs de connaissances pour pouvoir voyager à travers l'Iran. Ils seront ravis d'être avec vous, de vous guider si vous voulez aller à Shiraz ou à Téhéran ou autre. Que vous ayez un autre chercheur de connaissances avec vous et une connexion d'amour avec la connaissance. Nous ne vous laisserons pas seuls en Iran pendant 7 jours. Les chercheurs de connaissances iraniens essayent de vous montrer l'hospitalité et la beauté de l'Iran. Mais veuillez compléter l'inscription avant la fin de ce mois pour votre candidature et tout le reste. J'ai envoyé un email. Ça ne compte pas. Le formulaire de demande doit être rempli. Vous devez indiquer que vous avez un numéro, que nous puissions suivre et coordonner. Puis vous recevez vos emails qui nous parviennent, toute la correspondance concernant vos visas, vos billets et où vous rencontrez et le reste. Encore une fois, beaucoup de gens me demandent pourquoi devons-nous nous rencontrer à Vienne? Parce que beaucoup de gens qui sont venus en Chine se sont retrouvés coincés. Certains ont dû acheter 4 ou 5 billets, n'ont pas pu entrer et ont eu toutes sortes de problèmes. De cette façon, si quelque chose arrive, nous sommes avec les responsables iraniens. Nous pouvons tout régler immédiatement à Vienne, ce qui devient un aller-retour en douceur. Un point important pour vous,
en tant que chercheur de connaissances, est d'essayer de bouger, d'essayer de comprendre le travail de la Fondation Keshe à travers le plasma, à travers les champs magnétiques. Car à partir de maintenant et au-delà, nous évoluerons dans la dimension des champs, la compréhension des champs, et collaboration et coopération entre le champ de l'état de la matière et l'état universel. Comme nous l'avons expliqué, l'azote se convertit entre le carbone 14 et le carbone 12, et ce qui vit dans les deux dimensions est l'azote. C'est ce que vous devez apprendre. C'est ainsi que vous collaborez dans la compréhension de votre vie physique et de la vie de l'énergie intérieure. Et c'est important pour nous de vous amener à ce point, d'essayer de vous éloigner de ces ganses que nous vous avons montrées, parce que nous voulions montrer la matière en tant qu'énergie. Mais beaucoup d'entre vous sont restés coincés avec cela. Avancez, avancez, et alors ça devient très facile de transmuter, de transférer et tout le reste. Des questions? Eric. Oui, en effet, nous avons beaucoup de questions. Commençons avec... Nous avons une main levée de Sandros. Sandros, voudriez-vous commencer, s'il vous plaît? Keshe. A-t-il besoin de traduction? Sandros d'Italie a besoin habituellement de traduction. Quelqu'un de la communauté peut-il traduire pour lui? Rick, nous avons Stéphania. Elle est dans le service de la traduction en coulisses. Donc elle doit en sortir pour pouvoir traduire pour lui. S'il y a quelqu'un qui peut traduire de l'anglais à l'italien et de l'italien à l'anglais, levez la main pour que je puisse vous reconnaître. Oh, il dit, excusez-moi, c'est une erreur. C'est une main levée par accident. Eric. Ok, retour aux questions et réponses ici. Commençons avec la question de Pamela, de la communauté brésilienne, qui dit « Bonjour Monsieur Keshe, au dernier enseignement, vous avez dit « Le comportement ne provient pas des émotions. Il provient de l'interaction de la dimension physique et des interactions du champ au sein de la structure de l'âme de l'homme. Si possible, pourriez-vous développer ce point, s'il vous plaît? Merci. Keshe. L'émotion vient d'un non-dimensionnel. Le comportement vient de la dimension, c'est-à-dire la façon dont nous réagissons physiquement ou dont nous nous déplaçons physiquement par rapport à l'âme de la physicalité. Et cette âme de la physicalité est un ensemble de champs, de l'ensemble, de toutes les parties de l'homme, des poumons, du foie, du rein, mais nous montrons notre comportement en donnant des coups de pied, en criant. Ce n'est pas le cœur qui bat, ce n'est pas comme vous l'appelez, le poumon qui bat, mais physiquement ce corps, ce comportement se montre. On crie, on fait, peu importe. Émotionnellement, nous pleurons, émotionnellement, nous frissonnons, émotionnellement, nous rions. Lorsque nous interagissons entre nos émotions et notre comportement avec le physique, l'âme de la physicalité, nous recevons alors un coup de pied. Nous le traduisons dans une dimension de manifestation physique sous une forme différente de celle de l'émotion. L'émotion provient de l'interaction de l'âme de l'homme et de l'âme de la physicalité.
Le comportement vient de l'âme de la physicalité et de la physicalité de l'homme. Le comportement peut être contrôlé car il est une entité extérieure à l'âme, mais il crée une force de champ qui fait que l'âme de la physicalité, en interagissant avec l'âme, crée une émotion pour celui-ci. Et si on comprend cela, il devient très facile de pouvoir le séparer. Un enfant qui fait des crises de colère, qui crie, qui donne des coups de pied, etc., quand il n'obtient pas quelque chose, ça c'est un comportement qui vient de la physicalité et de l'âme de la physicalité. Il n'y a aucune émotion. Peut-être que l'émotion le déclenche. Et puis l'âme de la physicalité et la physicalité le manifestent. Et d'une certaine manière, c'est très lié au comportement de la vie physique, où l'émotion a un retour d'information provenant de ce que j'appelle la porte de derrière. Nous sommes tout le temps méchants, ou nous plaisantons tout le temps. Il n'y a pas d'émotion, c'est notre comportement. Mais parfois la méchanceté satisfait certaines émotions. Parce que maintenant, elle le retransfère à l'âme de la physicalité, laquelle âme de la physicalité interagit avec l'âme et manifeste l'émotion de celle-ci. C'est aussi simple que ça. Et cela ressemble beaucoup au trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité est un comportement qui ne comporte aucune émotion, à l'exception du contrôle. La royauté est un comportement qui ne comporte aucune émotion. Et une fois que nous comprenons cela, nous savons si nous sommes même dans la dimension de la physicalité ou dans la dimension de l'âme. Une autre question? Rick. Ok, merci. Voyons, nous avons dans YouTube de Peng Peter. Dans quelle mesure voyez-vous la transportation changer la façon dont les gens perçoivent le voyage spatial? Et ces changements pourraient-ils potentiellement conduire à des accords de paix permanents avec les nations? Pouvez-vous répéter? Je vous entends par morceaux. Toc, toc, toc. Rick. Ok. De Peng Peter. Dans quelle mesure voyez-vous la transportation changer la façon dont les gens perçoivent le voyage spatial? Et ces changements pourraient-ils potentiellement conduire à des accords de paix permanents avec les nations? Kesh. J'ai participé à une réunion ces derniers jours. Un certain nombre de réunions, et c'est très important, et je suis sûr que dans les prochaines semaines, cela deviendra plus important dans notre monde, que la transportation, telle que nous la connaissons, n'a d'autre choix ni d'autre moyen que de révolutionner, d'être révolutionné avec la nouvelle technologie. Et la raison en est que le progrès technologique est tellement rapide et tellement mature et nous la poussons à ses limites pour son autre type de manifestation à Téhéran lors de la conférence d'Iran. Vous devez comprendre que nous avons transmis ces connaissances au peuple iranien, comme vous l'appelez, aux scientifiques, comme vous l'appelez, en 2008. Tout comme nous l'avons fait avec la clé USB. Nous l'avons donnée au gouvernement. À Isfahan, nous montrerons au public, pour la première fois, le principe du mouvement, sans ce que nous appelons des roues.
Comme je l'ai toujours dit, l'homme dans l'univers est connu en tant que 4 roues. C'est la nation des 4 roues. Comment appelons-nous cela? La race. Parce que nous n'avons jamais compris le processus du mouvement et de l'émotion dans l'univers, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Lorsque nous montrerons ce que nous appelons le processus de portance et le mouvement à Isfahan, cela changera le cours de l'humanité. Parce que nous ne dépendons pas du fait d'être sur cette planète. Nous ne sommes pas dépendants du carburant de cette planète. Nous ne sommes pas dépendants de la surface de cette planète. Nous devenons, en partie, dépendants de l'énergie universelle. Nous dépendons de l'environnement de l'univers, sans surface, sans contact. Et cela va changer, comme je l'ai dit lors de mes réunions très récemment, le problème d'amener la transportation, peu importe, une voiture, un conteneur, un bateau, disons à quelques minutes, avec la nouvelle technologie, alors que cela prend des semaines et des mois. Ce n'est pas que la technologie n'est pas là. Nous montrons la technologie pour forcer cette affaire. C'est comment les gouvernements acceptent ce point. En ce moment, vous voyagez plus ou moins de Gibraltar à la Pologne, en passant par la Roumanie. Vous n'avez pas de frontières. Vous passez par l'Espagne, vous passez par la France, vous passez par l'Allemagne, vous passez par l'Italie, vous traversez plusieurs pays frontaliers. Vous passez par l'Autriche et vous passez par la République tchèque. Il n'y a pas de frontières. Nous avons accepté la normalité selon laquelle tout est pareil. Maintenant, avec cette position, avec cette technologie, il n'y a pas de feuille de route. Vous n'avez pas besoin de route pour passer la douane. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de barbelés. Même l'ancienne méthode de blocage de Berlin, qui était minée au sol et tout le reste, ne fonctionne plus, parce que vous volez par-dessus. Notre plus gros problème est donc de savoir comment les gouvernements vont commencer à gouverner et à gérer cela. Comment les gouvernements vous permettent littéralement de vous manifester. Le souci, c'est que la transportation, la transmutation crée des problèmes plus importants au gouvernement. Et nous retournons à la structure de une nation, car alors tout le monde a une carte du lieu de naissance et la planète est votre huître, où que vous vouliez aller. Et cela a des limites du fait de la richesse des gens qui essayent de protéger leur richesse et leur propriété, là où la propriété n'a aucune valeur. Pourquoi devrais-je payer 10 millions pour un appartement au milieu de Londres, là où je peux avoir le plus beau paysage de la côte du Nil, Dieu sait, et venir à Londres en 5 minutes, faire mon travail et repartir? C'est notre problème. Comment les gouvernements commenceront à répondre à partir de la fin de cette année? Nous devons encore compléter pour que nos chercheurs de connaissances comprennent les autres parties de la transportation et de la transmutation, et que nous pouvons montrer la façon dont nous avons amené le système à Londres et nous l'avons mis sur le panneau ci-dessus. Vous pourriez voir comment les masses changent. Aujourd'hui, à la conférence de Téhéran, c'est tout le système qui est en train de changer. En conférence,
Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il y a une possibilité. Je continue avec Isfahan ou Téhéran. Nous aurons 2 présentations en Iran. Isfahan est destiné aux chercheurs de connaissances et aux citoyens iraniens. Très probablement, nous aurons une 2e conférence, après la conférence d'Isfahan, à Téhéran, pour les gouvernements du monde, avec l'invitation du gouvernement iranien, pour qu'ils y assistent. C'est pourquoi je continue de parler de Téhéran. Il est possible que, pour des raisons de sécurité, nous séparions les scientifiques iraniens et le monde, ce que nous appelons le monde politique, des chercheurs de connaissances à Isfahan et dans une autre partie, peut-être à Téhéran, la semaine suivante. Vous comprenez alors comment la technologie forcera le changement. La réalité est qu'à partir de la fin de cette année et du début de l'année prochaine, lorsque cette technologie sera présentée, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le porte-conteneur sera terminé. Aujourd'hui, nous expédions un conteneur depuis la Chine, du centre de la Chine. Il doit se rendre à Shanghai ou dans un autre port. 6 à 8 semaines. Il y a un problème, Dieu sait, comme je l'appelle, au bout du canal de Suez, et ensuite on remonte, on arrive au port, disons de Hambourg, puis de débarquer, puis de reprendre la route pour être livré à Francfort. Avec cette technologie, avec cette livraison, vous récupérez au milieu de la Chine. Une demi-heure plus tard, vous êtes à Francfort. Qu'arrive-t-il à tous ces navires? On en discute. C'est ce qui est mon combat quotidien depuis quelques semaines. Nous modifions toute la structure et nous devons devenir le centre de tout cela. Le porte-conteneur ira au mur. L'industrie aéronautique va se heurter au mur. L'industrie automobile va changer. La communication et les transportations changeront dans les 5 aux 10 prochaines années. Nous ne reconnaîtrons même pas, d'une certaine manière, ce que nous avons aujourd'hui. Cela doit donc entraîner une nouvelle situation politique dans le monde. Quelle devise acceptons-nous? Ou est-ce que nous revenons à l'époque où nous voyageons en Europe? Nous partions de France, nous avions une poche pleine de francs français, et puis vous allez en Allemagne, vous avez des marques allemands, et puis vous allez à Londres, vous avez des livres sterling. Vous aviez 10 poches différentes pour les différentes devises. Ou bien nous retournons aux pièces cash et à une pièce acceptable dans le monde entier. Peu importe où vous êtes, il n'y a pas de BRICS, il n'y a pas de marché commun, il n'y a pas de dollar. Une pièce que vous pouvez encaisser n'importe où. Valeur la même pour tous les citoyens de cette planète. Personne n'est payé 150 000 parce que je suis médecin, et un gars qui nettoie ce médecin, pour être médecin, reçoit 15 000. Valorisé en fonction de ce que l'on apporte aux autres pour profiter de la vie. Les premières semaines, les premières années seront chaotiques, mais ensuite tout s'installera. Cela est évident. Je suis sûr que nos dirigeants et les gens qui aiment se sentir importants trouveront un moyen d'en faire un club blanc uniquement. Et Dieu sait quoi. Comme nous l'avions il y a des siècles. Mais cela ne lavera pas. Ensuite, nous voyons, en même temps, nous vous avons donné la clé du voyage par l'âme, ce qui signifie que vous pouvez oublier cela.
Et ensuite, vous pouvez aller dans le cerveau d'un président, vous y asseoir et faire ce que vous voulez avec son cerveau, si vous savez comment y entrer. Donc le problème n'est pas la transportation. 2024 va changer, mettra fin à ce dilemme. Le plus grand dilemme commence lorsque les compagnies maritimes, pendant des centaines d'années, nous avons compté sur des bateaux. Au cours des dernières décennies, nous avons compté sur des avions. Pendant un peu plus longtemps, nous comptons sur les voitures, les carburants et tout le reste. Beaucoup de choses vont changer. Et les gouvernements doivent très rapidement, grâce à ce que nous faisons à Isfahan, changer très rapidement. Le chat est sorti du sac. Et je me suis assuré que si quelque chose m'arrivait avant la conférence d'Isfahan, que nous ne puissions pas montrer, plusieurs endroits présenteraient simultanément cette technologie. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être mise de côté. Me tuer, bloquer la technologie, n'arrivera pas. Cela deviendra pire, cela deviendra plus rapide. Nous chargerons des programmes qui sortiront instantanément, vous montrant exactement ce que vous devez faire tous pour apporter une planète paisible avec le développement des nouvelles technologies. Ainsi, la conférence d'Isfahan sera une pierre angulaire, en particulier pour la fin des frontières. L'empire perse couvrait plus de terre que n'importe quel empire dans la vie de l'homme. C'est devenu l'empire de l'humanité. Nous vivons tous sur la même planète, de la même manière, de manière égale, et la conférence d'Isfahan le montrera. Les systèmes doivent être révisés. Il faudra peut-être 5 ans à l'industrie aéronautique pour remplacer suffisamment de matériel, et des systèmes seront construits pour remplacer le système actuel. Beaucoup de gens n'aiment pas voler, beaucoup de gens n'aiment pas être dans la voiture en vol stationnaire. Ils aiment être dans la boîte, s'asseoir par terre et changer de boîte de vitesse. Nous aurons toujours cela. Mais la nouvelle génération, celle en dessous de 40, 45 ans, surtout celle en dessous de 30 ans, et pire en dessous de 25 ans, prendra son envol. Ils vont tout tester avec cette technologie et trouveront de nouvelles façons. En sautant et en sautant, les guerres n'auront plus de sens. Et nous voyons que cela arrivera au point où, littéralement, vous portez, pas le contrôle, mais la méthode de système, que partout où vous allez, comme nous l'avons maintenant, tous les pays du monde ont cette machine. La lecture des cartes de crédit. On a une lecture de la carte, de notre pièce d'identité, d'où on vient. Et la beauté viendra peut-être plus tard, car vous n'êtes jamais à court d'argent. Vous n'êtes jamais à court d'argent. Votre crédit est fait par un autre homme. Ici, ce n'est pas très clair. Qui a fait un crédit que collectivement nous vivons une vie paisible? Ce n'est pas du communisme, c'est comprendre que nous pouvons encore vivre dans la structure universelle de paix et avoir tout ce dont nous avons besoin. Aucun enfant n'aura faim, parce qu'il ne peut pas payer au supermarché, parce que nous travaillons tous dans ce but de recevoir et de vivre une bonne vie. Ce n'est pas un rêve, vous verrez les changements. Ce n'est pas une frontière à Gaza que vous pouvez fermer et y bombarder les gens. Vous découvrirez que les gens vivront dans toute la structure. Cela raccourcira les distances,
des lieux que l'homme aimait vivre, mais qui ne pouvait pas vivre à cause du temps, de l'espace, de la dimension. Trop loin, il n'y a pas d'eau, ni électricité. Très probablement, vous verrez lors de la conférence en Iran les nouvelles technologies que la Fondation Keshe vous a cachées, en fournissant, en répondant à un besoin collectif, ce que nous appelons le besoin de l'homme en un seul paquet. Je vais expliquer cela en Iran. Quand nous y arriverons, vous comprendrez. Cela ne porte pas atteinte à l'ordre de la vie. Cela rétablit l'ordre de la vie. C'est ainsi que nous le voyons. Il faudra des années pour construire des systèmes, les adapter à toutes les voitures, à ne pas avoir de batterie, à ne pas utiliser de système de combustion, de CO2 et de tout le reste. Ce ne sera pas le cas une fois que nous aurons montré tout cela. Il faut comprendre que tous les emplois chez Airbus, chez Boeing, vont au mur. Tous ces emplois de production de batteries électriques et tout ça iront au mur. Et tout ce contrôle pétrolier. On travaille dur pour que le prince d'un tel achète un jumbo jet de plus. Pour 400 millions, il augmente le prix d'1 ou 2 ou 3 dollars. Nous payons tous pour ces plaisirs. Tout cela disparaîtra, et nous verrons le processus. Nous ne sommes pas des rêveurs, parce que nous sommes une organisation scientifique, et que nous avons construit les systèmes pour faire le travail, et ils feront le travail. Alors, quel impact cela aura-t-il sur le transport? Vous verrez. Combien d'entre vous seront sur leur planche à roulettes et changeront certaines pièces de leur voiture et vous traversez la frontière au lieu de passer la douane dans l'autre sens. Il y a toujours une porte de derrière à tout. Et quelle serait cette position dans ce que nous appelons le trafic d'êtres humains? Existerait-il encore? Pas vraiment. Parce que la façon dont vous les faites entrer clandestinement, ils rentreront clandestinement chez eux. Et la vie sera différente. Il faudra peut-être 10 ou 20 ans pour équilibrer tout cela. Mais la révolution, l'évolution de la science et de la technologie rendue publique à Isfahan changera chacune de nos vies. Parce que ce n'est pas un tournevis. En essence, c'est un système dont nos vies dépendent et nous y sommes habitués. Mais maintenant, nous le faisons un peu mieux. Avant, nous vivions à dos d'âne et maintenant nous conduisons des voitures et nous volons. Maintenant, il est temps de passer de l'âne à l'avion gros porteur à des systèmes qui ne causent aucun dommage ni gaspillage. Cela aura un effet énorme. Je vois plus ou moins tous les jours de nos jours. Je me bats contre cela. Je le gère et je parle avec des gens qui essaient de comprendre, mais ils ne comprennent toujours pas dans la totalité. Une autre question? Rick. Ok, merci pour ça. Voyons. Nous avons Mernaz, qui a la main levée ici. Mernaz, s'il vous plaît, allez-y. Ce n'est pas clair ici, entre deux voix. Keshe. Des hommes à cheval vous montreront tout Shiraz, Isfahan et Téhéran, si vous êtes chanceux d'en être avec. Bonjour. Mernaz. Bonjour. Keshe. Bonjour Mernaz. Comment allez-vous? Mernaz. Ok, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci pour toutes ces beautés.
vous nous emmenez petit à petit là où nous sommes censés être. Merci, Rick. Monsieur Kesh, vous avez parlé de l'azote 14 sur Terre, puis du carbone 14 dans l'espace, de la façon dont l'azote se transforme en carbone 14. Et quel est ici le rôle du carbone 12 alors? Kesh. Le carbone 12 est un état de matière. Le carbone 14 est la connexion pour la transportation de l'énergie spatiale. L'un concerne l'état de matière et l'autre pour l'état de plasma. C'est tout. Et dans le carbone 14, avec son affinité à libérer de l'énergie et à la stocker au moment de la libération, il y a une interconnexion entre ce que vous appelez les rayons cosmiques et les rayons de l'état de la matière ou les lignes de communication qui est le carbone 12. C'est une ligne de connexion. Mernaz. Oui, merci beaucoup. Kesh, laissez-moi vous expliquer un peu. L'hydrogène parcourt à lui seul la totalité de l'univers, mais dans un état plasmatique, en tant que champ. Nous utilisons le carbone 14. En tant que rayon, nous voyons toujours les propriétés de l'hydrogène, et il est important de comprendre cela, parce qu'à bien des égards, à l'avenir, lorsque nous approfondirons notre compréhension du processus de transmutation et de transportation, nous descendrons et entrerons dans l'état de matière. L'un concerne les attributs de ce que nous appelons les rayons au niveau de l'énergie et non dans l'état de la matière comme l'hydrogène ou le carbone. L'autre est l'interaction de champs, qui est une collection de la force du rayon. Ok, quelle est votre question suivante? Mernaz. Je voulais demander sur l'hydrogène, que vous avez déjà répondu. Kesh, merci beaucoup. Mernaz, merci. Merci beaucoup. Kesh, merci beaucoup. D'autres questions? Eric. Ok. Parlant d'hydrogène, nous avons une question de Claudia. Elle m'a envoyé ceci. Elle dit, bonjour Monsieur Kesh, dans le 442e atelier des chercheurs de connaissances, vous avez dit, guillemets, si nous le tordons un peu, donc si nous le tordons légèrement sous un angle différent, vous obtenez le deutérium, ou est-ce ce deutérium qui devient ce que nous appelons l'hydrogène? Différents angles et plasmas collectifs dictent les saisons, le rayonnement du champ. Fermez guillemets. Et avec ces informations, j'essayais de relier cette connaissance avec le plasma fondamental. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer la relation entre l'angle entre nos âmes et le rayonnement créé pour que nous puissions transformer notre énergie en un plasma fondamental? Kesh. Pour bien comprendre, tous les systèmes planétaires fonctionnent dans ce que nous appelons une verticale de 90 degrés. Lorsque vous le tournez un peu dans un angle, vous obtenez les 4 saisons et la vie sur cette planète. Comment le champ? Ce sont les mêmes champs, rien n'a changé avec la structure de la Terre, mais la façon dont il interagit en tant que rayon, en tant que champ magnétique, avec son environnement, sa direction, son angle, change ce qui est absorbé, ce qui est donné à l'environnement et ce qu'il reçoit de l'environnement.
Si vous comprenez cela, cela devrait répondre à votre question. Si on y regarde bien, c'est une des toutes premières questions auxquelles j'ai dû répondre à l'âge de 8-9 ans, quand je comprenais, ou pas compris, quand j'observais le travail des appareils à rayons X. Comment l'intensité de la tension ou du courant circulant et créant quoi que ce soit et sa réflexion sur une petite surface libère des rayons. Que se passe-t-il si je le tourne un peu? Il n'y a plus rien. J'ai eu cette discussion avec mon père, et c'est ça qui fait partie du début de cette agitation avec la connaissance du nucléaire et mon éducation. Alors, comment se fait-il que cet angle de cette plaque me donne ceci, et si je fais ça, si je le change? Et son argument était le suivant: il faut le réparer, sinon tu n'obtiendras pas. Vous pouvez modifier la vitesse de la tête, ou comme vous l'appelez, le flux. Et je me souviens toujours de ce mot, le kV doit être correct. Je dis, qu'est-ce le kV? Et qui est kV? Bien sûr, le kilovolt. Et l'angle comptait, et il fallait répondre à cette question. Pourquoi l'angle est important? Comment les rayons sont créés? Et comment les rayons interagissent? Sinon, les machines à rayons X ne fonctionnent pas. Et comment nous pouvons les absorber en cours de route? Dans le monde on ne le voit pas aujourd'hui, mais à l'époque, il y a des années, si vous alliez dans les services de radiographie, dans les hôpitaux, quand vous aviez l'appareil à rayon X, le tube à rayon X, c'était comme ça. Comme vous l'appelez, comme un tube, avait deux supports, ici. Monsieur Cash dessine en bleu, comme un demi-cercle, avec, devant, un vase à fond plat et deux supports. Et ce support ici avait des pièces ajoutées, qui étaient coniques, ou des formes différentes, dans la façon, dans le rayonnement, et ils avaient l'habitude d'insérer cela dans cette partie. Monsieur Cash dessine en dessous un triangle pointant vers le bas, avec support aux deux sommets, du haut, et une forme de vase renversé ouvert qui peut être accroché au support du tube. Donc ceci, ou ce matériau, était fait de plomb pur, de sorte qu'il pouvait absorber toute l'énergie, à l'exception de l'énergie qui passe par là. Monsieur Cash fait rejoindre le triangle inversé aux deux supports du tube et un trait qui sort du bas du triangle. Ce petit trou, où ils élargissent le trou comme pour le foie et ce genre de choses, ils en utilisent un qui est ouvert, que ça n'endommage pas le foie. Les rayons sont étalés et mous. Et ils changeaient, ce que vous appelez cela, l'angle de la plaque, qui était toujours là, le flux de courant de champ dans ce point, qui crée les angles, était, comme nous l'appelons, important, de la manière dont l'angle est visé, d'une intensité. Monsieur Cash dessine une petite plaque sur la paroi droite du vase du tube et deux traits formant un triangle sur le rebord du tube et un trait sortant du bout de ce triangle et visant la plaque sur la paroi du vase du tube et qui reflète vers le bas sur la paroi du triangle inversé accroché aux deux supports. Et donc, dans le monde des rayons, la façon dont vous les créez,
l'angle avec lequel vous les placez est très important. Et l'interaction, s'ils heurtent ce plomb conique, ils y sont absorbés. Ou alors ils libèrent très peu d'énergie et ils ressortent. M. Kesh renforce en bleu les parois du triangle inversé et le cône inversé et renforce en bleu le trait sortant du bout du triangle inversé. Ils n'utilisent plus ces systèmes, c'était trop laborieux, et ils sont endommagés parce qu'ils étaient mous. Ainsi, l'angle sur les champs apporte des propriétés et des conditions qui décident de la façon dont l'environnement et de la façon dont ça traverse l'environnement. Nous avons cela dans l'industrie nucléaire, sous une forme différente. Nous appelons cela les réflecteurs. Là où nous prenons les barres de neutrons, ce que nous appelons les barres de combustible, M. Kesh efface tout le bas du dessin et garde le demi-cercle et le vase, et dessine un rectangle long vertical en dessous. Et puis nous mettons les réflecteurs et les absorbeurs, et chaque structure derrière. Comment nous pouvons réfléchir les neutrons selon un angle, même sous forme de particules, comme hors de lieu. M. Kesh dessine 3 traits verticaux sur le côté droit du rectangle vertical et des zigzags sortant du triangle et reflétant sur le premier trait vertical et entrant à nouveau dans le rectangle. Cela dépend de l'état actuel de tout ce réacteur nucléaire, avec la nouvelle technologie proposée. La possibilité que les réacteurs deviennent incontrôlables, provoquant des fuites de radiation, avec le nouveau développement de la Fondation Kesh dans la technologie nucléaire spatiale, c'est devenu plus ou moins nul. Nous allons dévoiler cette technologie au sein de l'AIEA très prochainement, dans les mois à venir. AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique. Elle remplace l'industrie actuelle des barres de refroidissement, comme vous l'appelez, des combustibles de refroidissement, ainsi que des barres de commande et des réflecteurs à neutrons. Une autre question. Eric. Andrew mentionne dans YouTube qu'il y a beaucoup de discussions sur l'angle ou l'inclinaison de la Terre qui a changé et du fait que le Soleil se lève très tôt. Que se passe-t-il réellement? Merci. Kesh, je ne sais pas. Demandez à ceux qui regardent. Je n'ai pas le temps de regarder le lever du Soleil. Eric. Ok. Pardon? Kesh. J'ai dit, la Terre est un système dynamique. C'est un dynamisme contrôlé par les champs d'un autre système planétaire, du Soleil ou du reste. Donc ça va forcément changer. Ce n'est pas constant, comme nous sommes habitués, ou comme nous le pensons. Continuez. Eric. Ok. Sur la même ligne de pensée et de raisonnement, sur les autres planètes, une question de Utah, de la communauté germanophone. Je serais intéressé de savoir quels acides aminés prédominent sur Mars. Pour nous, sur Terre, c'est COHN. Merci beaucoup. Rick. Des idées à ce sujet, Monsieur Kesh? Kesh. Ce n'est pas loin de l'acide aminé terrestre. Notre acide aminé est partiellement et d'une certaine manière, avec un peu de déviation, dicté par le Soleil. Pas plus ou moins par le système planétaire, mais la majeure partie, la vie sous une autre forme, existe toujours dans tout le système planétaire, sur leur lune et sur le reste. Nous sommes dans la même marmite.
L'écart ne peut pas être grand. En dehors du système solaire, oui. À l'intérieur du système solaire, nous avons tous un dénominateur commun, le champ énergétique du Soleil, et donc notre acide aminé, d'une manière ou d'une autre, a un dénominateur commun. Et c'est pourquoi la transmutation est très facile sur cette planète, dans ce système solaire. Différentes forces du même, isotopes du même et le reste. Une autre question. Rick. Ici, nous avons une autre main levée du secteur iranien avec Hazar. Allez-y, s'il vous plaît, Hazar. Hazar. Bonjour, Monsieur Kesh. Bonjour tout le monde. J'ai quelques questions. Certaines d'entre elles proviennent de la connaissance en farsi. Et quelques-unes sont les miennes. J'essaie de le faire en 2 semaines, pas toutes en 1 semaine, donc je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. La première question est la suivante. Je reviens à la même partie émotionnelle du cerveau, qui est plus petite qu'une noix. C'est un peu flou à ce sujet. Vous avez encore dit que cette partie émotionnelle, quelle que soit l'émotion, être battu ou embrassé ou quoi que ce soit d'autre, cette partie émotionnelle, si elle a besoin de quelque chose, même si elle est confin de l'univers, elle s'assure d'y arriver, d'y retourner et l'obtenir. Et si vous prenez cette partie du cerveau et la placez n'importe où dans l'univers, elle fonctionnerait sans votre physicalité. Alors, cette partie émotionnelle est-elle indépendante de l'âme de l'homme? Kesh. C'est une partie qui est connectée. L'âme de la physicalité ne peut pas changer. Elle est fixée par la structure physique de l'homme. L'âme de l'homme a différentes dimensions de force. Et dans ce processus, elle, l'âme de la physicalité, peut se manifester en interaction avec l'âme de l'homme, pas nécessairement dans la structure du corps physique de l'homme, pas nécessairement. Hasard. Il s'agit donc de l'âme de l'homme, il ne s'agit pas de la partie du cerveau, car la partie du cerveau est inutile sans l'âme. Kesh. Oui, mais cette force de l'âme, avec cette force de l'âme de la physicalité, dicte une position concernant l'émotion, dans cette position particulière du crâne de l'homme, et ce que vous appelez le cerveau de l'homme. Vous pouvez toujours prendre un morceau de la partie du cerveau qui est connecté aux émotions, le découper, vous l'avez toujours, mais avec une force différente. On ne peut pas le détruire. Le champ est créé, la dimension prend forme. Hasard. D'accord. Quelqu'un demandait, quand vous avez l'âme n'a pas de genre, comme si elle n'était ni homme ni femme. Pourquoi est-ce que chez les gens qui ont 2 ou 3 âmes, en elles, comme la schizophrénie, les gens, l'un vient en tant que femme, l'autre en tant qu'homme. Qu'est-ce qui décide de cela? Kesh. Tout cela a à voir avec la force du champ opérationnel interne de l'âme elle-même. Comment cela se manifeste avec l'interaction de l'âme de la physicalité? Si vous regardez, et c'est très intéressant, si vous avez observé, je suis sûr que vous avez observé, beaucoup d'entre vous, ceux qui sont censés être des hommes, censés être homosexuels, comme ils l'appellent, ou travestis, ou des femmes qui sont censées être des hommes, sans être schizophrènes, le langage corporel, le comportement corporel est différent. Vous voyez un homme avec la douceur et la démarche d'une femme, ou vous voyez une femme avec l'homme machiste, de l'homme. Si l'émotion intérieure peut dicter le comportement physique, pourquoi pas l'existence de l'âme?
Si l'âme de quelqu'un a un champ énergétique légèrement différent, en interaction avec l'âme de la physicalité, manifeste les caractéristiques d'une femme, le comportement d'une femme. Une autre âme, avec une force de champ différente, avec l'âme de la physicalité, se comporte comme un homme. Même dans la connaissance, cette force de champ interagit. C'est ce que, dans l'enseignement de cette semaine et de la semaine dernière, j'ai expliqué. Vous pouvez puiser dans différentes connaissances dans l'âme. Et c'est peut-être une bonne question que vous posez. Vous pouvez comprendre. Nous voyons cela. Les gens avec ce que nous appelons les belles personnes, l'une qui est dans la même dimension physique, se comporte comme un homme, et il s'intéresse à la physique. Et l'autre, toujours un homme, avec une force différente, il s'intéresse à la littérature. Il puise dans ses connaissances, mais son aspect physique montre qu'il est un poète. Et l'autre résout ce que nous appelons des problèmes physiques. Ils ne sont pas les mêmes, mais la physicalité est la même. Chaque âme a ses propres caractéristiques de force de champ, et en interaction avec l'âme de la physicalité, qui est la même pour les deux, crée une émotion et un comportement différent. Dans le monde des belles personnes, certaines d'entre elles apparaissent d'une certaine manière. Une âme est à la force que, physiquement, elle se transforme en un homme, très machiste, porte des costumes. Et puis vous avez l'autre personnage, une force de champ du corps extrêmement féminin. Et puis vous voyez la personne, vous la considérez comme étant une femme, puis il s'avère que c'est un homme, et tout ce qui va avec. Et c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière et cette semaine. Qu'est-ce que l'âme puise dans l'énergie universelle? La connaissance, la poésie, la géographie de l'univers. Et puis la physicalité est juste là pour montrer sa manifestation, son interaction avec l'âme de la physicalité. Il peut y avoir, nous en comprenons plus ou moins mieux, l'interaction des âmes au sein d'un seul corps physique, et un comportement différent, une intelligence différente, une connaissance différente. Comme vous le savez, l'une des personnes imminentes, ce que nous appelons des belles personnes, a été conseiller du gouvernement américain auprès de nombreux présidents. Il a, je pense, 9 ou 11 âmes différentes en lui, et chacune est excellente dans son travail, parce que c'est hasard. Monsieur Cash, est-ce la même raison pour laquelle la moitié de la population change de sexe à cause du changement de champ en eux? Cash, peut-être. Ça pourrait être. Maintenant, d'où vient ce que vous l'appelez en anglais, changement d'hormones, et les femmes passent par la ménopause? Que se passe-t-il si nous regardons les choses d'une manière différente? La force est l'âme, et avec ce changement, les effets de champ, et les femmes ne font jamais de ménopause? Oui, cela s'est produit avec le développement de la science de la technologie cash, et j'en ai vu beaucoup de mes propres yeux. Les femmes de 70 ans ont leurs règles et elles ont juste peur. Je l'ai perdu il y a 30 ans. Que s'est-il passé aujourd'hui? La première fois, lorsque ça s'est produit en Belgique, j'ai paniqué. Mais une autre femme est venue, et une autre femme est venue. Et nous avons découvert que nous avions changé, non pas les hormones, mais l'émotion de l'âme. Et que nous avions créé des conditions physiques différentes. Et je disais, si vous veniez à ce que vous appelez cela au bureau en Belgique, je le disais à beaucoup de couples qui venaient me voir dans la soixantaine. J'ai dit, faites attention à ne pas devenir père comme vous êtes déjà grand-père.
Il n'y a aucune limitation dans la force du champ de l'âme de l'homme et dans l'ovule et le spermatozoïde de l'homme. Cela peut dicter l'âge. C'est le cycle de la mentalité. C'est littéralement psychosomatique. Si vous comprenez ce qu'on appelle l'hormone et ce qu'on appelle la ménopause, ou pareil avec un homme, c'est un état d'esprit. Si vous élevez l'âme, la physicalité ne vieillit jamais. Vous pouvez même accoucher à l'âge de 120 ans, si physiquement vous pouvez le porter. Mais ils ne comprennent pas, ils disent « Oh, c'est un changement d'hormone ». D'où vient l'hormone? L'hormone provient de l'interaction du champ de l'âme de l'homme. Lorsque les deux premières personnes sont venues me voir et m'ont dit « Monsieur Kesh, nous avons un problème. » Expliquez le problème. Nous sommes dans la soixantaine, 70 ans. J'étais en panique. Qu'ai-je fait? Mais ensuite, nous avons compris le processus. Et donc, si vous pouvez changer l'âme, si vous voyez le changement dans l'âme des belles personnes, elles créent un comportement différent. Que se passe-t-il lorsque la partie féminine atteint la cinquantaine et à la soixantaine la ménopause, comme vous l'appelez, quand la partie féminine des belles personnes à la quarantaine, elle commence tout simplement à jouer. Mais c'est le même corps. Hasard. Monsieur Kesh, j'ai vu certaines personnes devenir ménopausées même à l'âge de 35 ans. C'est donc certainement l'interaction du Kesh. De nos jours, par le stress que l'on constate dans le monde scientifique, on voit assez fréquemment de nos jours la ménopause à l'âge de 22 ans, 24 ans. Hasard. Oui. Ma prochaine question est la suivante. Kesh. La condition de stress dans la dimension physique de l'âme de la physicalité et l'âme ne peut pas la gérer et cela va vers ce que nous appelons le comportement. Puis la physicalité change. Nous le voyons beaucoup. De nos jours, nous constatons des cancers chez des filles dès l'âge de 18 ou 17 ans, des cancers du sein. Nous voyons des cancers de l'utérus, des ovaires, à un très jeune âge. Alors, où intervient l'âme et comment les choses prennent forme? Continuez. Hasard. Vous savez, j'ai mis la main sur un... Quelqu'un nous a offert une Bible et qui est, dit-on, très originale. J'ai donc commencé à lire dès la première page. Il est dit, Dieu a créé il a commencé à créer le monde un par un, tout ce qu'il contient. Depuis le jour, depuis la lumière jusqu'à la nuit, et toutes les plantes et tous les animaux. Et puis il a pris l'âme de la terre, et ensuite il a créé l'homme. Puis il a soufflé dans sa narine, puis il a créé l'homme. Et ensuite il l'a appelé Adam. Et puis il a dit, il l'a endormi. Dieu l'a endormi. Puis il lui a pris une de ses côtes, et ensuite il en a fait la femme, Ève. Donc, parce que mon mari est né chrétien, alors je suis allé voir mon mari et je lui ai dit, n'es-tu pas censé avoir une côte de moins que moi? Il a répondu, non, non, parce que c'est une métaphore. Kesh. Oui, mais vous savez ce qui s'est passé? Hasard. Parce que c'est logique, monsieur Kesh. Parce que, vous voyez, si c'est... Kesh. Hasard, attendez. Savez-vous ce qui s'est passé lorsqu'Adam et Ève se sont disputés? Hasard. Non. Kesh. À la première dispute qu'ils ont eue, Ève est partie. Elle était en colère, et elle est partie pendant quelques heures. Et
quelques jours, peu importe. Et elle a couru aussi vite qu'elle le pouvait vers Adam. Et vous savez ce qu'elle a fait en premier? Elle commence à compter les côtes, si Adam n'en a pas fait une autre à partir d'une autre côte. Hasard. Est-ce une histoire vraie? Kesh. Monsieur Kesh rit. Vous êtes une femme. Vous devez décider. Hasard. Monsieur Kesh. Non, Monsieur Kesh. Alors, cela m'est venu à l'esprit, voyez-vous, parce que tout d'abord, c'est Ève qui a tenté Adam à manger la pomme. Donc, je regarde l'histoire de l'homme. Je me rends compte de deux choses. La première est que les femmes l'ont toujours été, avec la tentation pour les hommes. Les hommes avaient une faiblesse à l'égard des femmes. Donc, même Jésus a eu la faiblesse pour les femmes. Ainsi, la tentation est venue des femmes. Même dans certaines guerres dans le monde, les guerres les plus vicieuses ont été créées. Les femmes étaient derrière. Deuxièmement, Kesh. Excusez-moi, Hasard, arrêtez. Plus de femmes sont tentées que les hommes. Selon les statistiques publiques, les femmes sont plus adultères que les hommes. Les hommes ont simplement été blâmés pour couvrir le comportement des femmes. Hasard. Non, non, je ne parle pas des adultères, je parle des femmes. Kesh. Ce n'est pas grave, c'est pareil. Vous mettez un mot différent là-dessus. La tentation des femmes est plus grande que celle des hommes. Vous avez dit que les hommes sont tentés plus facilement. Les femmes sont tentées beaucoup plus facilement que les hommes. Et croyez-moi, je sais, j'en ai 2 en mariage. Ici, il y a des rires, et ce n'est pas clair. Hasard. Deuxièmement, je n'ai jamais vu Dieu choisir une femme comme messager. Pourquoi? Parce que moi, Kesh, je vais me créer beaucoup de problèmes si je réponds à cette question, donc je préfère garder le silence. Hasard. Je vais dire la dernière chose parce que je pense que la femme, parce que Ève est issue d'une côte. Kesh. Non, non. Nous avons eu des femmes messagères. C'est juste que ça a été couvert, détruit ou survolé, pour montrer la puissance des hommes. Ce n'est pas que nous n'en avons jamais eu. Nous l'avons eu, et nous l'aurons. C'est juste que, justement parce que les hommes ont le pouvoir, ils parviennent à... Vous savez, quand vous gagnez une guerre, celui qui gagne écrit l'histoire. Nous sommes dans cette position. C'est sûr, et je l'ai dit bien avant le début de la fondation Kesh. Bien avant. Le prochain, ce que j'appelle enseignant, pas le messager, est une femme, la fille de Mitra. Elle est parmi nous, et cela ne fait aucun doute. Ce n'est pas que c'est le moment, c'est la compréhension de la dualité de ce que nous appelons... Vous savez, les hommes font une seule tâche, et les femmes font des tâches multiples. Elles peuvent accomplir plusieurs tâches en même temps. Faire partie de la communauté universelle ne consiste pas seulement à être un homme à faire une seule tâche, un être humain. Nous devons être capables de gérer de nombreuses tâches, et cela passe par l'énergie de la femme en tant que créatrice. Béni son nom. Ce n'est pas que ça ne s'est jamais produit. Nous sommes venus. Le tout premier prophète était une femme. Nous adorions nos femmes, nous adorions, en tant qu'Iraniens, notre partie féminine. Nous en avons fait des dieux et des déesses.
et nous finirons avec le même sang, en tant que filles de Mitra. D'une certaine manière, ils sont tous multitâches. En tant qu'hommes, nous nous concentrons sur une seule chose. Vous donnez un enfant à laver la vaisselle, et on parle de n'importe quoi d'autre. L'homme, il est perdu. L'enfant va dans la machine à laver, et les vêtements vont sur la table. Une femme multitâche. Et en devenant passagers, devenant citoyens de l'univers, nous devons être multitâches, conscients de notre dimension physique et de la dimension de la force universelle. Et c'est comme ça, je l'ai toujours dit, qu'après moi, la fille de Mitra vous apprendra ça, parce que, en tant que femme, elle a la capacité, elle a été formée pour ça. Ainsi, nous avons eu le premier prophète. Nous avons eu de très nombreux messagers en tant que femmes, et nous n'y arriverons pas. Nous passerons par un passage que ce sera une femme. Les hommes à tâche unique ne peuvent pas nous aider. Alors, ne parlez jamais que nous n'avons jamais eu de prophétesse, parce que les hommes ont gouverné. Ils ont tout supprimé et modifié certaines choses pour leur bénéfice. Hasard. Merci, monsieur Kesh. Kesh. Une autre question? Rick. Oui, nous avons une question, des questions et réponses en allemand, et je l'ai traduite. Elle est de Renate, qui dit « J'ai eu une soi-disant expérience de mort imminente il y a une trentaine d'années en donnant naissance à mon enfant, par césarienne. J'ai vu la lumière, je l'ai sentie, perçue, et une forte émotion merveilleuse d'amour, de profonde paix et de félicité. J'ai eu la même émotion alors que je tenais la main de ma mère pendant sa transition, qui était un très très beau cadeau pour moi. Alors la question est, est-ce la lumière de l'illumination? Pouvez-vous dire quelque chose à ce sujet? Merci beaucoup. Kesh. Quelle est la dernière phrase? Ça a coupé. Eric. Était-ce la lumière de l'illumination? Pouvez-vous dire quelque chose à ce sujet? Kesh. C'est possible. Vous voyez, vous devez comprendre, quand vous arrivez au point de ce que vous appelez traverser ou autre, et dire que je suis revenu, ou autre, c'est le moment où vous êtes dans une douleur physique ou autre, et ce que nous faisons avec vous dans les systèmes. L'âme de la physicalité, les pressions du flux sanguin diminuent, donc l'âme se dilate. Vous passez par les mêmes phénomènes, le même processus que ce que nous faisons avec vous dans nos systèmes. Comme je l'ai dit, avec les chercheurs de connaissances, ils voient la lumière, ou ils voient un soleil, et ils y entrent. Mais certains ne le font pas, et ils essaient de le comprendre. Mais ils oublient de poser la question de ce qu'ils veulent, et nous l'appelons le soleil, la mère, la créatrice. Alors, que demandez-vous à votre mère, votre créatrice? Maman, je peux avoir à manger? Maman, puis-je avoir des connaissances? Maman, je peux... Nous avons oublié de poser cette question, mais dans la dimension de l'âme. Donc, lorsque vous avez traversé cela, ou peut-être même que votre mère a traversé la même phase, son âme s'est développée, et comme il n'y avait pas d'émotion physique, de dimension de l'âme de la physicalité, vous avez touché le même point. D'une certaine manière, son expansion d'âme a atteint votre âme, et vous avez ressenti ce qu'elle a ressenti, ou les deux de la même manière. Cela, nous le comprenons maintenant. Cela n'a rien d'étrange, et vous devriez pouvoir l'analyser
de manière très très simple. Une autre question. Rick. Nous avons une question en rapport à ce sujet d'Alexandra de la communauté brésilienne qui dit « Bonjour Monsieur Kesh, au cours de certaines séances auxquelles j'ai assisté, j'ai vu une lumière comme le soleil et j'ai eu d'autres visions, mais je n'ai jamais pu interagir avec elle. Comment puis-je interagir dans ces moments-là » Kesh. Essayez de comprendre. Vous la voyez comme une lumière physique? Vous la voyez comme l'illumination, la lumière de l'âme? Ensuite, vous saurez comment vous y prendre. Beaucoup de gens sont entrés à l'intérieur et ont dit « Je suis entré dans le soleil, je suis allé dans le soleil ». Donc, vous voyagez toujours dans l'âme, mais vous portez l'âme de la physicalité, parce que vous avez toujours affaire au côté physique du soleil. Avez-vous été illuminé par la connaissance de celui-ci, par les chants qui le portent? C'est tout. La prochaine fois, essayez de voir si vous posez la bonne question et si la question est répondue. Une autre question, ou devrons-nous conclure? Rick. Voyons s'il y a quelque chose. Jed voulait savoir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler de ce qui se passe en Palestine, au Liban et au Yémen? Kesh. Pouvez-vous répéter? Ça a coupé. Ça fait bip, bip, bip. C'est mon système, ce n'est pas le vôtre. Rick. Ok. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler de ce qui se passe en Palestine, au Liban et au Yémen? Kesh. Beaucoup de désordre. Une énorme quantité de dégâts. Et tout cela a été fait par un seul groupe. C'est la lutte d'un mort et le soutien d'un autre mort qui marche. J'essaye de me retenir, de démêler certaines connaissances qui vont créer beaucoup de problèmes. Mais la vérité et mon point de vue est le suivant. C'est le dernier corps battu de l'État d'Israël. Et nous verrons. Nous avons vu la solution du cabinet de guerre, qui consiste à essayer de rassembler un autre groupe qui les accompagnera dans un autre. Vous avez un mandat d'arrêt pour 25 000, 2500 cas de parjure et tout le reste. Et maintenant, un mandat d'arrêt de la Cour internationale. Mais la Constitution dit que l'homme qui y siège peut faire ce qu'il veut. Et le plus étrange, c'est que le président a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Le président a le pouvoir de demander au Premier ministre de démissionner de son poste de président d'Israël. Et rien ne se passe. Et c'est une fin qui vient de l'intérieur. Ce que nous avons vu en Palestine, ce que nous avons vu pourrait se produire dans ce que vous appelez cela au Liban. C'est très différent des années 1970, 1990 et du début des années 2000. Vous devez comprendre que la moitié de l'État d'Israël est composée de Palestiniens et beaucoup de ces Palestiniens sont liés au Liban. Vous entendez dans les informations, vous avez vu les informations qui disent qu'il y aura un problème dans toutes les régions d'Israël. Ces gens travaillent chez eux, dirigent leurs hôpitaux, font partie des forces de police et tout le reste. Pour eux, Gaza est différent du Liban. Et pour eux, si cela disparaît, ce sera interne. Mais nous espérons que non. Mais c'est plus profond, beaucoup de pression politique. Et dans les signes d'action de Washington, ça n'apporte pas beaucoup de travail. Il faut comprendre,
j'expliquais ça à quelqu'un très récemment. Nous avons deux fractions, deux côtés d'Israël, qui se battent pour la même Maison Blanche. Vous avez le président actuel, que j'appelle un canard boiteux. Nous ne savons pas s'il est toujours en vie, ou quoi que ce soit. Et la Maison Blanche est dirigée, comme nous l'avons dit, par le vice-président. Le président n'a pas la capacité d'exercer ses fonctions en tant que tel. Il ne se souvient même pas de ce qu'il a mangé au petit déjeuner, dans certains cas, nous a-t-on dit. Mais la dame a épousé un juif pour être élue via une classe ou un côté différent des relations juives à Washington. Et il dirige la Maison Blanche par la porte arrière. Nous avons un problème avec votre possible retour du dernier président, dont il a marié sa fille à la deuxième famille la plus riche d'Israël, pour se faire élire et avoir du soutien. Le seul facteur qui change la donne, à savoir lequel des deux camps juifs dirigera la Maison Blanche, réside dans la décision de la famille Rothschild. Et la dernière fois, l'un d'eux a changé de position et a amené l'homme fou au pouvoir. La dernière fois, l'autre a changé de position et a apporté au pouvoir le retraité âgé. Qui et comment la famille Rothschild décidera de soutenir cette élection dans les temps à venir décidera de quel côté des familles juives dirigera la Maison Blanche. Et puis nous verrons comment cela se reflètera dans la gestion de Tel Aviv et tout le reste. C'est un contrôle à distance au sein de la Maison Blanche, et les deux sont dirigés par les mariés, par mariage. L'un marié pour devenir, comme vous l'appelez, vice-président, et l'autre a marié sa fille pour devenir président. Et sans ces deux-là, aucun d'entre eux n'aurait eu de position à la présidence. Et cela dicte ce qui se passe en Israël et la manière dont nous nous trouvons face à ce dilemme avec Israël et les autres. D'après ce que nous entendons, il y a une possibilité. Beaucoup de choses peuvent changer. Nous attendons de voir comment les élections iraniennes prendront forme d'ici la fin du mois. Qui va prendre forme, être et quel sera le résultat des décisions politiques à Téhéran au sein de la structure de la famille des dirigeants iraniens. Est-ce que ce que nous appelons le Premier ministre, qu'il s'agisse du gendre de l'ayatollah Khomeini, du ministère des Affaires étrangères, le présent bureau des Affaires étrangères est un autre fils de l'ayatollah Khomeini, et la famille dirige l'entreprise. Nous devons donc voir comment ils décident, et cela se reflètera ensuite. Comme ils sont liés par le sang aux Libanais, ils sont d'origine libanaise, comment ils soutiennent la situation au Liban, ce qui va nous affecter, dans et à travers les Palestiniens et le reste. Et comme je l'ai déjà dit, ayatollah, quand vous entendez ayatollah, cela signifie sans libanais, le côté religieux. Ça n'existe pas dans le vocabulaire farsi pour la religion iranienne. Ils ont choisi ce nom pour eux-mêmes, et ils sont tous libanais. Quand vous entendez ayatollah, ils sont liés par le sang au Liban. Et nous devons voir comment ils prennent une décision sur la manière dont ils partageront le butin ou autre et ce qui se passera entre les deux parties. Mais quoi qu'il en soit, nous verrons comment ces choses prendront forme de manière plus large dans une direction différente. Une autre question? Rick. Eh bien, ça continue, Monsieur Cash. Et j'ai l'impression que vous arrivez peut-être à la fin de ce dans quoi vous aimeriez vous engager ici.
Kesh. Une ou deux questions, et puis on finit. Rick. Laissez-moi voir ici. Dans YouTube, Abou demande. Le Dr Stephen Greer parle de cette technologie et connaît qui veut y investir de l'argent. Est-ce que vous lui avez déjà parlé? Kesh. Non, je ne sais pas de qui il s'agit et de quelle technologie on parle. Rick. C'est juste... Kesh. J'entends beaucoup parler de son nom, mais non. Rick. Eh bien, peut-être un jour. Un jour, vous vous rencontrerez. Qui sait? Kesh. Un jour, ce sera dimanche. Continuez. Rick. Et la question d'Antonella, dans questions et réponses, beaucoup de gens parlent d'entités angéliques ou d'anges. Qui sont réellement ces entités? Kesh. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'anges et il y a beaucoup de princesses, mais ils le sont pour ceux qui les appellent. Je n'en ai pas vu, donc pour moi ce n'est qu'un mot. Rick. Ok, de Lise New dans questions et réponses. Qu'est-ce que le narcissisme et comment y remédier? Kesh. Pouvez-vous consulter votre dictionnaire bien-aimé ou, comme vous l'appelez, Wikipédia? Êtes-vous là? Rick. Oui, je l'amène en ligne. Voyons ici. Kesh. D'où provient votre image d'aujourd'hui? Rick. L'image de fond? Kesh. Oui. Rick. De Jedi Simon, qui l'a créée. Elle n'est pas créée par l'intelligence artificielle, mais il utilise certaines formules et techniques pour la créer. Voyons. Le narcissisme est un style de personnalité égocentrique, caractérisé par une préoccupation excessive pour soi-même et ses propres besoins, souvent aux dépens des autres. N'est-ce pas ce mot, égoïste? Rick. C'est vrai. Cela dépend donc de son caractère obsessionnel ou excessif. De nombreux psychologues estiment qu'un degré modéré de narcissisme est normal et sain chez l'humain, mais il existe également des formes plus extrêmes. Il parle probablement du trouble de la personnalité narcissique, d'un schéma permanent de sentiments exagérés, d'importance personnelle, d'un besoin excessif d'admiration et d'une capacité diminuée à sympathiser avec les sentiments des autres. Voici un narcissique lui-même, ou du moins selon cet artiste. L'homme amoureux de son propre reflet. Titre de la peinture. Kesh. Intéressant. Je pense que vous avez répondu à la question. Qu'est-ce qu'il y a après? Rick. Ok, nous essayons de faire cette dernière ici, peut-être, de Daniela dans questions et réponses. Comme vous l'avez expliqué lors du dernier atelier, les toxines du corps ne sont pas éliminées avec la technologie Kesh, mais transformées et utilisées positivement. Comment le mercure dans le cerveau a-t-il un effet positif et comment cela se manifeste-t-il exactement de manière positive? Merci. Kesh. Oh, le mercure, le plomb et l'aluminium ajoutent des champs d'énergie qui font des ravages dans le cerveau. L'énergie est dans la direction négative de l'émotion, et c'est le problème. C'est pourquoi nous constatons des problèmes avec le mercure,
l'aluminium et le plomb. Ils ont une affinité avec la force du champ de la dépression et ils créent ce genre de... C'est comme des gaz inertes. De nombreux matériaux ont des caractéristiques de gaz inertes et ces deux ont 2 ou 3 autres éléments qui ont ces caractéristiques. Et pour cette raison, le cerveau en retient les niveaux d'énergie. Parce que certaines dépressions créent cette force de champ. Et lorsque ce matériau est dans le corps ou circule, il en trouve une correspondance. Et la correspondance se trouve dans le cerveau. C'est pourquoi nous le trouvons dans le cerveau. Et nous y voyons tous les autres problèmes. Ce n'est pas que disons que le mercure est le problème de la dépression. Notre cerveau crée une force de champ au niveau du mercure que, si le mercure est dans le corps, trouvera son équilibre, le yin et le yang. Et ils disent qu'ils trouvent du mercure dans le cerveau et qu'ils voient ce comportement. Le comportement est là, mais maintenant que le mercure se manifeste ou trouve son équivalent d'une certaine manière dans la force du champ, maintenant il devient actif. C'est maintenant comme une étoile jumelle. Les champs se déplacent de l'un à l'autre. Et c'est là la force d'un ensemble de comportements, comme la dépression et bien d'autres choses. Le monde scientifique ne le comprend pas. Il le regarde d'une manière différente. Mais c'est ainsi. Nous l'avons dans notre corps. Cela fait partie de notre émotion. Et pas nous tous. Je peux prendre 10 kilos de mercure. Il ne m'arrive rien. Vous pouvez en prendre 1 gramme de mercure et ça fait des ravages. Parce que dans mon cerveau, la force du champ des émotions n'est pas la même que la vôtre. Et nous l'avons déjà. Lorsque nous trouvons une correspondance, nous le stockons. Et puis nous voyons. Ils disent que le mercure ou le plomb reste dans le cerveau et cause des dommages. Parce que nous en avons. Pour se débarrasser du mercure et ce genre de choses, la connaissance consiste à changer la force des champs d'émotion. Et alors vous le verrez. Qu'est-ce que ça apporte? Le pardon. C'est l'oubli, pas le pardon. Oubliez des choses, Alzheimer, les choses que vous voulez faire. Certaines personnes perdent l'appétit, d'autres perdent certaines caractéristiques à cause de l'aluminium ou du mercure. Et cela montre qu'il existe un champ équilibré, égal à celui-ci, dans le cerveau. Sinon, il ne sera pas là. Il est rejeté. On l'a, et puis ça l'encourage, et ça amène des éléments de champ de l'état de matière. Et de là, le problème commence, autocentré à l'intérieur. Une autre question, Eric. Eh bien, si vous insistez, nous pouvons en prendre quelques autres. Vous dites une autre? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'ai-je? Une dernière. Vous avez 3 minutes avant 17, 18, 19, 20. La dernière fois que je vous ai donné, c'était 18 minutes. Maintenant, c'est 27 minutes. Vous avez donc 3 minutes. Eric. Ok. On devrait poser... C'est un genre de question sérieuse. Mais c'est de Dolores qui l'a posté dans Questions et réponses et dans la discussion. Comment expliquer le décès de la mère à un enfant de 5 ans? Qu'ai-je? Très dur, très dur. Ce n'est pas perdre la connexion avec l'âme de la mère et comprendre que l'impression se fait à cet âge et qu'elle perdurera. Une autre façon consiste à élever l'âme de l'enfant. Élever l'âme. Et cela ne vient pas par la prière, mais par le détachement de celui qui est gardien,
ou qui fait partie de la structure. Et dans quelle mesure ça le hantera ou sera avec elle. Cela dépend de la manière dont l'environnement qui l'entoure a changé et de la manière dont ceux qui en sont responsables en prendront soin. Et un peu plus âgé, il l'apportera avec sa vie. Un peu plus tôt, il ne s'en souviendra jamais. Mais à cet âge, c'est très critique, 6, 7, 5 ans. Et c'est seulement en élevant l'âme d'une manière très directe. D'une certaine manière, en élevant l'âme, vous déplacez la dimension de l'émotion physique, qu'il puisse gérer la transition. Et puis cela dépend de ce que la famille apporte et de ce que le père apporte dans cette relation. Ce n'est pas facile à gérer, mais c'est en quelque sorte, c'est seulement en élevant l'âme. Plus on vieillit, plus ça devient difficile, mais c'est à ce moment-là qu'à un certain âge, ça devient acceptable. Et à un certain âge plus tard, ça se libère. Mais à cet âge, c'est très dur. Et la manière d'élever l'âme est la seule façon de le faire. Nous ne pouvons rien faire sans comprendre ces choses. Si vous pouviez passer par la transmutation et atteindre ce point, vous pouvez faire beaucoup de choses. Devrions-nous conclure? Eric, vous avez tendance à vouloir continuer, mais nous devons interrompre. Cash, non, ce sujet est très délicat. J'écoutais les tout récents discours du prince William, prince héritier du Royaume-Uni. Comment il a dit au revoir au téléphone, a essayé d'aller faire du sport, n'a pas eu le temps pour sa maman, et ce fut le dernier appel, parce que le soir, la mère a eu un accident, et il souhaite, s'il avait su, il ne l'aurait pas contrarié au téléphone. Même à son âge, il était beaucoup plus âgé qu'adolescent, et étant même destiné à devenir roi d'une nation, il est hanté par la perte de sa mère, à ce jeune âge, et cela a tout affecté dans sa vie. Ce n'est donc pas facile lorsque vous parlez de ces choses, et qu'il y a beaucoup d'autres choses autour de vous ici, et que vous voyez, et dont vous êtes témoin. Concluons, on se voit la semaine prochaine, et les chercheurs de connaissances qui nous rejoignent demain, veuillez venir avec 2 casques. Les chercheurs de connaissances qui nous rejoignent pour la session de juillet, août, septembre, octobre, nous allons conclure cette tranche assez tôt, car avec ces sessions du vendredi, les gens arrivent dans les dernières minutes, car c'est géographiquement décidé. Nous allons clôturer les choses très prochainement, car en même temps, nous allons vous répartir en petites équipes, 1 à 2 heures par séance le vendredi. Et donc, si vous rejoignez l'une de ces sessions, terminez vos sessions et venez désormais avec 2 casques. Vous verrez ce que nous voulons faire et ce que nous verrons cette semaine. Ce sera l'achèvement d'une partie. Et le mois prochain, nous commencerons un processus totalement différent, d'une manière beaucoup plus avancée, à mesure que notre technologie s'est développée, pour pouvoir livrer cela. Et s'il vous plaît, ceux d'entre vous qui envisagent de venir en Iran, remplissez le formulaire de demande le plus rapidement possible et nous pourrons ensuite résoudre pour votre visa. Vous n'avez rien à faire pour votre visa jusqu'à ce que nous vous le disons. Votre visa, ça ne dépend pas de vous, ça se réglera comme ça. Merci beaucoup et à demain, et pour certains d'entre vous, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Rick, pour aujourd'hui. Rick. Très bien, Monsieur Cash.
Merci pour un autre atelier, ici le 543e atelier des chercheurs de connaissances, dans la série en continu, ici le jeudi 20 juin 2024. Kesh, merci beaucoup. Eric. Donc, merci à tous d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Notre prochain atelier d'enseignement public sera le 25 juin, avec une planète, une nation, une race pour la justice et la paix mondiale, avec les membres du Conseil universel. Et cette émission commencera à 16h, heure d'été d'Europe centrale. Ok, je pense que c'est tout pour le moment. Merci encore à tous d'avoir participé. Nous allons partir avec la musique habituelle de l'unité du vaisseau spatial de vol d'amélioration. Et nous vous verrons peut-être au prochain atelier d'enseignement public. Au revoir. Fin de l'atelier 543.